Je m'appelle Agnès Varda. Je ne suis pas née sur une branche avec un chat sous la lune. Mais je suis née en Belgique, de parents français, en 1928. Alors, comment as-tu appris à faire des films? Ah, mais on ne peut pas aller droit au cinéma comme ça. Quand j'étais petite, je rêvais beaucoup. Et j'ai été à l'école, un peu comme tout le monde. Et je suis devenue photographe. En fait, j'ai eu 3 vies. J'ai été photographe, puis j'ai été cinéaste, et ensuite visual artist, comme on dit. Donc, cette première vie de photographe, je l'ai commencée de façon marginale. Je n'ai pas été à l'école. J'ai fait quelques cours du soir. Et j'ai tout de suite commencé à faire des photographies. Je faisais des photographies d'enfants pour gagner ma vie. Et j'avais envie de faire des compositions artistiques parce que j'aimais l'art. J'ai très tôt aimé la peinture, les musées. Je pense que c'était ma formation, la littérature et la peinture. Alors, si on ne peut pas parler d'études parce que j'ai fait des études normales, ce qu'on appelle le baccalauréat, mais je n'ai pas de bagage universitaire. Mais j'ai suivi des cours, j'étais curieuse. Et j'ai suivi des cours à la Sorbonne. J'ai suivi pendant 3 ans des cours à l'école du Louvre. Je voulais comprendre la littérature et l'art. Et quand j'étais photographe, j'essayais de faire des belles photos composées. J'essayais, pour moi, c'était pas celle que je vendais, bien sûr. C'est très connu. Au début, on fait des choses pour l'argent, juste. J'ai photographié des trains pour la compagnie des chemins de fer, des enfants, des Pères Noël pour un grand magasin, des choses comme ça, tout à fait utilitaires. Et puis, j'avais quand même l'ambition de faire des belles choses. Je ne sais pas, encore maintenant, je ne sais pas comment je suis passée au cinéma. C'est un mystère, je peux simplement dire comme ça. Je vais écrire, voilà, mon premier film. Voilà, c'est un mystère, ce premier film. Parce que je l'ai écrit dans ma tête. Et tous les samedis et les dimanches, dans mon petit jardin, j'écrivais un scénario. Mais d'où il venait, je le sais. J'avais été frappée que la littérature avait fait des bonds extraordinaires, la peinture aussi. Et le cinéma, on me disait qu'il ne bougeait pas beaucoup. En fait, je n'ai pas vu de film quand j'étais enfant. Mes parents n'allaient pas au cinéma. Et dans ma jeunesse de photographe, j'ai fréquenté le théâtre. J'ai eu la chance d'aller dans les premiers festivals d'Avignon. Ce sont les années 49-50. Il y avait là un homme, Jean Villard, qui a créé le festival d'Avignon et le Théâtre national populaire. Et j'ai appris beaucoup là. C'est-à-dire les bases de la culture populaire, quand on choisit qu'elle soit à un haut niveau. C'est-à-dire qu'il faisait des grandes scènes, des grands théâtres où on faisait venir des ouvriers d'usine et on leur montrait Shakespeare, Molière, Brecht. C'est-à-dire, j'ai vu que cet homme estimait la culture comme possible, populaire. C'est très important pour moi parce que ça a compté toute ma vie. Et je me suis mis à écrire un film. Je ne sais pas très bien pourquoi. Donc, ça reste un mystère parce que je sais l'origine de sa structure. Je lisais beaucoup, bien sûr, et parmi les Américains que j'avais lu Faulkner. Il y a un roman très important, The Wild Palms, les palmiers sauvages, qui est très bizarrement construit, parce qu'il y a 2 forçats qui s'échappent et partent ensemble sur le Mississippi, et il y a un couple qui s'explique. Et il y a un chapitre de Mississippi, un chapitre du couple, un chapitre de Mississippi, un chapitre du couple. J'étais extrêmement troublée par cette construction. Faulkner est un peu difficile à lire, mais la construction était difficile. Alors j'ai triché, j'ai lu 2, 4, 6, et j'ai lu 1, 3, 5, en pensant que j'allais mieux comprendre les histoires. Et puis j'ai dit, quand même, il a voulu faire exprès. Donc j'ai recommencé à lire 1, 2, 3, 4, 5. Et le trouble de cette lecture m'a dit, voilà, il faut commencer à structurer du cinéma d'une façon différente. Donc La Pointe Courte, ce premier film que j'ai fait
en 1954, il est construit comme ça. Il y a un groupe de pêcheurs avec leurs problèmes, leurs histoires. Et il y a un couple qui s'explique. Ils n'ont rien de commun, sinon le même lieu, qui est un endroit qui s'appelle la Pointe-Courte-à-Sète. Alors, je peux dire que je ne sais pas ce qui m'a poussé à faire ça. Je sais que j'ai, avec des amis, un garçon qui s'appelait Villard-de-Beau, il m'a dit on va le faire. J'ai dit je ne sais pas. Je pense que c'est un scénario comme un poème de jeunesse qu'il faut mettre dans un tiroir. Il a dit non, on peut le faire peut-être. Et à ce moment-là, mon père est mort, j'ai eu un petit peu d'argent. Ma mère a vendu quelque chose qu'elle avait. On a eu un petit peu d'argent. Et avec très peu d'argent, j'ai créé cette société qui s'appelait Tamaris Film. Parce qu'il fallait bien avoir une structure. Et les gens ont été très généreux, les techniciens. Et les deux acteurs que j'avais trouvés, Philippe Noiret, dont c'était le premier film, et Sylvia Montfort, ils ont accepté, tous, de venir travailler pour rien, dans le soleil très très fort de l'été. Et j'ai été, le premier jour de mon premier tournage, j'étais complètement heureuse, j'étais sûre que j'étais cinéaste. Alors, c'est très mystérieux. Et quand on me demande, que tu vas peut-être me demander si j'ai eu des influences au cinéma, puisque je ne connaissais pas de films. Je connaissais juste les films dont Jacques Prévert, qui était un poète que j'aimais beaucoup, avait fait le scénario. Alors, c'était Quai des Brumes, c'était, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, et Les Enfants du Paradis, qui était tellement bien écrit avec des dialogues magnifiques. Et Prévert représentait la liberté d'esprit, la poésie, et j'étais aussi impressionnée par les pièces de Giraudoux. Et en peinture, j'étais très frappée parce que je peux dire que j'ai vu la première exposition de Picasso qui était organisée par le Parti communiste. Parce que pendant la guerre, il avait fait la Colombe de la paix. Donc, j'étais très, très, très loin d'une éducation de cinéma. Donc, je n'ai pas fait d'école de cinéma, je n'ai pas été assistante. Je me suis jetée là-dedans, dans ce premier film. Alors, évidemment, il était insortable, il n'était même pas reconnu par les autorités du cinéma en France. Et finalement, un critique de cinéma très connu, très important, qui s'appelle André Bazin, a vu le film et m'a dit « mais c'est quelque chose d'important, il faut le montrer à Cannes ». Alors Cannes n'existait pas depuis très longtemps. Je suis arrivée à Cannes avec mes bobines de film dans le train, toute seule. Je les ai mis par terre, j'ai pris une petite charrette. Et on a loué une petite salle à Cannes. Ma mère m'a donné 100 francs pour payer la projection. Et André Bazin a amené 30 personnes. Et tout de suite, ce film a été reconnu comme quelque chose de nouveau dans le cinéma. Alors, évidemment, il ne pouvait pas sortir en salle. Alors, un an après, il est sorti pendant 15 jours dans une petite salle. Et disons que les intellectuels sont venus le voir, Marguerite Duras, Nathalie Sarraute, tous ces gens-là sont venus le voir. Et on a dit tout de suite, c'est du vrai cinéma. Mais quoi en faire? Rien. Alors je suis très étonnée que mon premier film a tout de suite été revendiqué par les cinémathèques, par les cinéphiles. Et que on m'a dit bravo, mais je ne pouvais pas faire autre chose. Donc j'ai recommencé à faire des photos, à résister comme ça. Alors, comment ça s'est enchaîné, c'est intéressant. Jean-Luc Godard avait rencontré un producteur, Georges de Bourgard, qui était ruiné. Alors il lui a dit, empruntez encore plus, et là, tu vas faire un film, je vais vous faire gagner de l'argent. Et il a fait À bout de souffle, qui a effectivement fait gagner beaucoup d'argent à ce type. Alors ce type a dit, mais est-ce que vous avez des copains du même genre qui peuvent faire des films pas chers, qui me fassent gagner beaucoup d'argent? Alors Jean-Luc Godard lui a présenté Jacques Demy. Jacques Demy a fait ce très beau film qui s'appelle Lola, dans les mêmes conditions, pas cher, comme ça. Et Georges de Bourgard a dit à Jacques Demy, alors continuons, présentez-moi des jeunes garçons qui ont du talent pour faire des films pas chers. Et il a dit, mais moi je connais Agnès Varda, nous habitions ensemble, nous nous aimions. Donc il m'a présenté à Georges de Bourgard qui m'a dit, voilà, faites un film. J'ai fait un beau projet en couleurs compliquées, entre Venise, tout ça. C'était beaucoup trop compliqué, il voulait faire un film pas cher.
Donc j'ai réfléchi, pas cher, ben c'est pas la peine de faire des voyages, je vais le faire dans une seule ville. Après, je me suis dit, je vais le faire dans un seul jour. Et après, j'ai commencé à réfléchir au temps. Je me suis dit, ce serait intéressant de faire du temps réel. Alors, je vais faire un film de 90 minutes en temps réel. Ça va s'appeler 5 à 7. Si on commence le film à 5 heures, on peut vérifier qu'il est exact. Et non seulement le temps, mais la géographie. Parce que j'ai vite compris que le vocabulaire du cinéma contient des ellipses. On dit, on est d'accord de voir un type avec une valise, et 2 minutes après, il est dans le train. On est d'accord de sauter toutes les étapes du temps. Et je me suis dit, ce serait intéressant, non seulement de ne pas faire d'ellipses, mais d'être dans une géographie intégrale. Et quand Cléo sort de chez la cartomancienne et qu'elle marche, il y a le nombre de pas exact. Quand elle prend un taxi, c'est le vrai trajet. Mais quel était le sujet? Pourquoi je faisais un film? Parce que cette structure m'intéresse, mais il fallait une histoire. Et qu'est-ce qui me frappait à l'époque? C'est les peurs collectives. Il y avait une peur collective de cancer qui était très... Bon, il y a toujours eu de cancer, mais à ce moment-là, c'était très chaud. Et je me suis posé la question, d'abord, est-ce que je peux raconter l'histoire d'une femme qui attend les résultats d'un examen de cancer? Et est-ce que je pourrais supposer que la peur est un choc? Est-ce qu'en 90 minutes de film, on peut avoir un choc et une évolution? Et c'était mon projet, que quelque chose change pour Cléo, à cause de ce coup de peur. Donc j'ai écrit le scénario, bien sûr, les dialogues, en ayant en tête que le thème que j'allais exposer était un thème basique, la beauté et la mort. Donc il fallait prendre une très belle femme. J'ai eu la chance d'avoir une actrice belle et bonne actrice qui s'appelle Corinne Marchand. Mais est-ce qu'on peut imaginer, enfin c'est comme une image mentale, une magnifique femme nue et un squelette? Est-ce que c'est ça qui va me faire le film vers cette peur? Mais un scénario que les gens puissent voir et aimer. Donc il y a une anecdote de Cléo qui sort de la cartomancienne, qui va s'acheter un chapeau parce qu'elle est angoissée, qui rentre chez elle, qui fait sa répétition de chansons. Mais voilà, j'avais tout de suite pensé que si je voulais qu'on sente le choc, il fallait faire un film comme ça. Une première partie où elle est belle, coquette, admirée par les autres, décrite par ses miroirs et par tout le monde qui la regarde. Et que tout d'un coup, parce qu'elle chante une chanson que j'avais écrite d'ailleurs, et Michel Legrand avait fait la musique et il jouait lui-même, quand elle chante cette chanson, elle a tout d'un coup peur de la mort tellement fort qu'elle arrête, elle enlève ses beaux habits, elle met une petite robe noire, elle sort dans la rue et elle commence à regarder les gens. Et ça, c'était très important pour moi que le choc de la peur lui permette de découvrir les autres et de se mettre en retrait. Et évidemment, elle va rencontrer un soldat de la guerre d'Algérie qui lui aussi a peur de la mort. Et ça va pas être un boy meets girl, c'est pas une histoire d'amour, c'est deux peurs qui se rencontrent et ils vont être ensemble le temps d'une promenade dans le jardin. Et tout ça se passe dans ce temps réel, la géographie réelle du jardin. Ils prennent le bus et elle décide de l'accompagner à la gare parce qu'il repart. Et lui décide de l'accompagner à l'hôpital pour avoir les résultats. Donc, c'est l'histoire d'être ensemble. Déjà, ce sujet m'a passionné. Est-ce qu'on peut être ensemble? Est-ce qu'on peut s'aider? Est-ce qu'on peut se comprendre? Autre chose qui était très important pour moi, c'est que c'était une fiction, mais j'ai fait rentrer dedans des éléments documentaires, parce que ça m'a toujours passionné. Il y a par exemple dans ce film très élégant, un homme dans la rue qui gagne sa vie en avalant des grenouilles, et puis après il les recrache, et après il fait la quête. Un autre qui se perce le bras. C'est-à-dire, j'ai très vite pensé que la matière documentaire, la texture documentaire, pouvait enrichir les films inventés, les films joués. Alors, pour ce film, Claude 5 à 7, j'ai eu un chef opérateur, Jean Rabier, très intéressant.
qui a été un des grands chefs opérateurs de ce qu'on a appelé la Nouvelle Vague, eh bien, on tournait dans un décor réel avec des vitres, des verrières, des fenêtres, et on tendait des draps blancs, comme on a ici, des draps, pour rattraper la lumière du jour. C'est-à-dire faire une lumière très douce, très belle, sans projecteur ou presque. C'est pour ça que je suis toujours troublée quand je suis dans un studio, parce que je ne suis pas une femme de studio. J'ai fait presque tous mes films en lumière du jour, ou en extérieur, ou en décor réel, aménagé, éclairé, mais bon. Alors, c'est-à-dire, j'ai tout de suite sauté dans ce que j'ai tout de suite essayé de faire, c'est-à-dire la pointe courte ou Cléo de 5 à 7, essayer de comprendre est-ce qu'on peut structurer les films, pas seulement raconter une histoire, faire quelque chose qui soit une architecture de cinéma. Ça m'a passionné complètement. Alors, j'ai eu de la chance que Cléo de 5 à 7 a été bien compris, bien aimé. Il était d'ailleurs aussi sélectionné au Festival de Cannes. On n'a pas gagné, mais on a eu, vous savez, dans un festival, il y a beaucoup de gens qui voient les films. Donc le film a circulé dans le monde entier. Je suis assez contente parce que je l'ai quand même fait il y a plus de 50 ans. Et que partout où je vais, on me parle de Cléo de 5 à 7. Parce qu'il a été retenu, il a été étudié, il a été transmis, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Je vais en Corée du Sud, on me parle de Cléo, et je vais au Brésil du Nord, dans des villes que je ne connais pas, avec des gens que je ne connais pas. Alors j'ai très vite compris la force du cinéma. Même s'il s'agit d'un cinéma qu'on appelle en France d'art et d'essai, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que les essais, c'est pas ça. Mais enfin, un cinéma où j'essaye de travailler avec la matière du cinéma. Alors, c'est compris comme tel, mais quand on dit que ça marche bien, c'est relatif. Ça reste quand même, ce film-là et les films que j'ai faits, toujours un public passionné, cinéphile, mais réduit. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans l'ordre? Est-ce que tu peux me parler du film muet Les fiancés du pont MacDonald qui apparaît dans le film oui. Cléo? Alors, c'est une question, c'est parce que figure-toi que moi-même, j'avais peur de mon sujet. J'avais peur de me dire une femme qui a peur d'un cancer pendant 90 minutes, qui s'inquiète, qui a des paniques. J'ai peur que les gens s'embêtent. Et puis, j'avais quand même déjà remarqué, parce que je dois faire un retour en arrière, La Pointe Courte a été montée par Alain Resnais, qui était monteur à l'époque, qui n'avait pas encore fait de film. Et il m'a dit, mais tu connais pas de film, tu connais rien. Est-ce que tu vas à la Cinémathèque? Je ne savais même pas où c'était. Il dit, il faut que tu vois des films. Donc, il m'a emmené voir des films. Enfin, il m'a proposé une liste de films à voir, pour dire la vérité. Et ce que je remarquais dans les films, c'est que, disons qu'il y a 4 quarts, à la fin du 3e quart, il y avait toujours un espèce de creux. Les films devenaient un petit peu mous. C'est moi qui avais remarqué ça. Donc, quand j'ai fait Cléo, je me suis dit, mon Dieu, les gens vont s'embêter. Il faudrait, au bout de 3 quarts d'heure, les réveiller. Là. Donc, j'ai proposé que Cléo rentre dans une cabine de projection d'un cinéma avec sa copine, Dorothée. Et que le projectionniste leur dit, ah, il y a un petit film qui passe, là, un petit burlesque. Alors, ce petit burlesque est devenu célèbre. Parce que il s'appelle maintenant les fiancés du pont MacDonald. C'est un pont qui était dans le nord de Paris. Et c'est une petite allégorie jouée par Jean-Luc Godard et Anna Karina, le couple de ce moment-là, où Jean-Luc a des lunettes noires, il met des lunettes noires, et il ne voit pas que Anna Karina devient noire. Alors, il y a une femme noire qui descend l'escalier, elle rencontre, elle est tuée, elle est emmenée comme ça. Et quand il enlève ses lunettes, il revoit Anna, qui est claire et qui descend l'escalier. C'est un petit comique burlesque où, très gentiment, les gens de la Nouvelle Vague et Samy Frey et Dick Constantine et je me rappelle plus qui, Jean-Claude Brialy et enfin encore 2 ou 3 autres et Daniel Delorme. Alors, ils ont accepté de venir une journée. On a tout fait comme ça en une journée. Et ce petit burlesque était censé faire un petit peu de repos dans l'anxiété de l'histoire de Cléo. Mais dès qu'elle sort du cinéma, elle casse son miroir, elle recommence à paniquer. Donc, la peur de Cléo et la façon dont elle mène sa peur, c'était un beau sujet parce que, en fait,
il y a des émotions comme ça qui font choc. Donc le film a été bien reçu. À la suite de quoi, Jacques Demy a fait Les Parapluies de Cherbourg. Ce film extraordinaire, musical, il a eu beaucoup de peine à le faire. Personne n'en voulait, mais quand ça s'est fait avec Michel Legrand à la musique, le film a été un énorme succès. Il est venu au Festival de Cannes, il a eu la Palme d'Or, il est venu en Amérique. C'est-à-dire que Jacques a eu tout d'un coup un succès international qui nous rendait heureux, tous les deux, bien sûr. Alors, entre-temps, je n'ai pas dit que j'avais une fille. J'ai eu une fille qui s'appelle Rosalie et qui est toujours là. Et cette fille, Rosalie, a été un grand bonheur de ma vie. Et je dois dire que pendant que je l'attendais, j'ai fait une expérience de cinéma, pour moi très importante. J'ai pris une caméra 16 mm et j'ai été dans un quartier de Paris qui s'appelle la rue Mouffetard et qui était une rue, la vraie misère, on aurait dit le Moyen-Âge. Il n'y avait pas d'eau, pas de service sanitaire. Il y avait surtout des pauvres, des clochards, des ivrognes, des handicapés. C'était comme la cour des miracles, moche comme tout. Et je me disais, quand j'étais enceinte, quelle merveilleuse espérance en moi. Mais il y a un monde qui existe, qui est malheureux, qui est misérable. Comment est-ce qu'on peut avoir encore de l'espoir quand on voit la réalité? Et donc ce film est très pathétique, mais je le trouve très beau. Je l'ai tourné en 16 mm avec des gens qui étaient là. Je l'ai monté moi-même. Quel est le titre du film? Il s'appelle L'Opéra Mouffe. Il a été montré au Festival expérimental de Bruxelles en 1958. Et 15 jours après, j'ai donné naissance à Rosalie. Donc, il y a eu des expériences où j'ai très vite compris que notre propre vie, c'est pas pour raconter la vie, mais la matière même de notre propre vie rentre dans les films. C'est-à-dire, dans le film, on ne voit pas que je suis enceinte, je ne dis pas que je suis enceinte, mais c'est mes émotions de femme enceinte qui ont peut-être un petit peu altéré ma vision et une grande tendresse pour tous ces gens, ces vieilles personnes, ces gens abîmés, en se disant, ils ont été des bébés un jour. Un jour, quelqu'un les a tenus comme ça. Donc, des grandes émotions comme ça, j'ai essayé de leur trouver un langage de cinéma et pas une traduction littérale. Donc, ce film-là, il compte pour moi. Très bien. Est-ce que tu peux me parler... C'est un court-métrage, hein. De comment tu as reçu le surnom de grand-mère de la Nouvelle Vague. Et tu peux aussi Ah, arranger mais tes cheveux. c'est vrai qu'on dit que je suis grand-mère de la Nouvelle Vague, parce que quand j'ai fait La Pointe Courte, c'est en 1954. Je l'ai écrit en 1953. Et les grands films qui ont inauguré cette série de nouveaux cinéastes, ça commence à 59 et 60. C'est évidemment À bout de souffle, Les 400 coups, Romer, Demy, Chabrol, tout ce groupe qui était d'ailleurs très lié à côté des cahiers du cinéma. On les appelait les groupes de la rive droite. Et sur la rive gauche, il y avait René, Marquer et moi. Marquer a été un type très important pour moi parce qu'il a tout de suite travaillé sur des documentaires avec des commentaires tout à fait brillants. Et il était très libre, il était très, très raide. Il n'était pas dans le milieu du cinéma. Et moi, j'y étais pas non plus. J'ai pas fréquenté des cinéastes. Alors, on vivait deux solitaires ensemble, parce que Jacques Demy non plus n'était pas mondain. On était contents de vivre ensemble, on travaillait jamais ensemble. Mais on avait cette idée que c'était beau de faire des films. C'est comme ça que, après son succès des Parapluies de Cherbourg, on était quand même bien. Et j'ai fait ce film qui s'appelle Le Bonheur. Alors, par exemple, encore un mystère. Je l'ai écrit très, très vite. Je l'ai écrit en 3 jours. Je ne sais pas d'où ça vient. Je n'arrive même pas à comprendre qu'est-ce qui l'a inspiré. Mais je sais que, sur 2 niveaux, je sais ce que je voulais. Raconter une histoire d'un couple heureux, avec enfants, qui aime la nature. Et le type aime sa femme, qui est charmante, qui est blonde. Il rencontre une autre femme, une postière, qui est charmante, qui est blonde. Et il tombe amoureux. C'est-à-dire, la question que je me posais, et qui existe complètement, c'est que le désir est naturel. Comment est-ce qu'on peut assumer le désir dans une vie? Qu'est-ce qui se passe dans une société? Est-ce que la cellule familiale est plus importante que le désir? Est-ce que
le désir, on doit l'étouffer. Je me suis posé toutes ces questions, mais je les ai inscrites dans une vision très belle de la campagne française, parce que j'aimais les impressionnistes beaucoup. Et voilà, on les connaît bien sûr, ce sont toujours les mêmes, Bonnard, Renoir, Vuillard, et ils ont fait des si belles choses dans la campagne autour de Paris. J'ai essayé de retrouver cette douceur, ces herbes, ces couleurs légères. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la pellicule couleur coûtait beaucoup plus cher que la noir et blanc. Donc c'était mon premier long métrage en couleur. J'avais déjà fait un peu des essais en court métrage, mais ça c'était vraiment... Je me suis régalée. Et j'avais en plus un chef opérateur qui s'appelait Beau Soleil. Je trouve ça extraordinaire. Rabier l'avait commencé, et puis Beau Soleil l'avait continué. Et encore une fois, comme je le disais, j'aime tourner en lumière du jour, j'aime tourner dans la nature. Et dans des vrais décors réels, on avait trouvé des petites maisons, des petites choses, pratiquement pas éclairées ou peu éclairées. Et ça a été la révolution d'un chef opérateur, Coutard, qui a fait les films de Godard surtout. Coutard qui éclairait presque pas, qui même Lola, par exemple, est fait quelquefois en contre-jour devant la fenêtre. C'était tout à fait nouveau. Il ne faut pas oublier que quand moi j'ai commencé le cinéma, les chefs opérateurs classiques ne voulaient même pas de chemise blanche, ni de drap blanc. On mettait des draps bleu ciel, des chemises bleu ciel, pour pas qu'il y ait de blanc. Alors, des choses comme ça. Alors que nous, on a tout de suite attaqué les contrastes, les blancs, les noirs. Et puis, c'était aussi le résultat des nouvelles pellicules. Comme toujours après la guerre. Dans la guerre, il y a des inventions et ils avaient inventé une pellicule beaucoup plus rapide. Je crois qu'elle s'appelait Trix. Et la pellicule beaucoup plus rapide permettait de tourner avec moins de lumière. Donc, tous ces éléments techniques, nouveaux, cette jeune génération de garçons, puisque j'étais la seule fille, qui voulaient faire un cinéma plus libre, avec des gens qui marchent dans la rue, avec des dialogues quelquefois pas bien, des dialogues parlés très naturels, des comportements, des nouveaux acteurs. Alors c'est ce que, 10 ans après, on a appelé ça la nouvelle vague. C'est pour ça qu'on m'a appelée la grand-mère de la nouvelle vague, parce que, d'ailleurs, quand j'avais 30 ans, on avait déjà écrit l'ancêtre de la nouvelle vague. Alors maintenant, vous savez ce que je dis? Je dis que je suis un dinosaure de la nouvelle vague, parce qu'il y a si longtemps, Continuons avec Le Bonheur. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi Jean-Claude Druot pour ce rôle? Alors évidemment, je voulais une famille. Mais non, pour Le Bonheur, j'avais repéré un grand jeune homme qui tournait dans une série télé un petit peu comme un Robin des Bois. Il sauvait les pauvres, il était généreux, il était sympathique. Et j'avais vu une photo dans un magazine avec sa femme et ses enfants. Donc j'ai été le voir dans les bois sur son cheval. J'ai dit, je voudrais bien que vous tourniez dans mon film. Mais est-ce que vous voulez bien venir avec femme et enfants? Alors la femme a un peu hésité, elle a dit, c'est un rôle, je ne sais pas, je ne suis pas comédienne, est-ce que ça va me porter malheur? Mais non, venez. Et j'ai eu ce plaisir de tourner avec toute la famille Druot. Et on revient à ce que je disais, c'est que cet élément de réalité, le rapport des enfants avec les parents, c'est-à-dire leur rapport était documentaire, si je peux dire, dans un scénario écrit, complètement dialogué, mais le fait du comportement, comment ils faisaient le pique-nique, comment on mettait les enfants à dormir, comment les enfants se jetaient dans le bras des parents, ça me plaisait beaucoup, ça m'a toujours plu, parce que, évidemment, j'ai un grand intérêt pour le documentaire. Et il y a un des DVD là où je vois que j'en ai fait beaucoup. J'ai d'abord continué à faire des courts-métrages, ce qui n'est pas le cas de tous les cinéastes. Quelquefois, le court-métrage sert à démarrer la carrière, à avoir comme un passeport. Et puis après, ils deviennent longs-métrages, tout à fait. Et moi, j'ai toujours aimé changer de format, parce que je pense qu'il y a des histoires, des impressions qu'on doit raconter dans une certaine durée courte. Alors, l'Opéra Mouffe, c'est 17 minutes. Le film que j'avais fait sur De côté de la côte, c'était 30 minutes. Et ensuite, j'ai toujours aimé me poser la question, quelle est la nécessité de la durée d'un film? Parce que le commerce a besoin de films de 1h30 à 2 heures, ou un peu plus. Et les courts-métrages ne sont pas exploités, donc
c'est pas très intéressant. Mais ça se justifie certainement souvent. Alors, on en était, je sais plus, au bonheur, je crois, que j'avais écrit très vite, je sais même pas comment. Je sais pas d'où ça vient, ce film-là. Mais je sais qu'il a eu beaucoup de conséquences de débats psychologiques sur la fidélité, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est la cellule de famille, qu'est-ce que c'est une femme qui meurt, est-ce qu'on peut la remplacer. J'avais cette terrible phrase qui était une constatation, c'est que tout le monde est unique mais remplaçable. Terrible, terrible réalité. Et en même temps, la beauté du film, les couleurs de la nature, ont fait que le film a été très aimé dans le monde entier, comme une sorte de beauté, de couleur. J'étais très contente de ça, très fière. Et la productrice était très contente aussi. Après, j'ai fait un film avec elle qui a été une catastrophe, donc elle m'a un peu abandonnée. Notre vie à Jacques Demy et à moi, accompagnée de notre fille qui suivait toujours, était que tout d'un coup, grâce au succès des Parapluies de Cherbourg, Jacques Demy est invité à Hollywood. Alors j'ai réalisé, là nous sommes en novembre 2017, c'est en novembre 67 que pour la première fois on est arrivé ici. Alors, s'installer avec Michel Legrand qui était déjà là, et Jacques était invité par la Columbia. Il a écrit un film qui s'appelait Model Shop et qu'il a tourné ici. Et moi, je découvrais la Californie avec émerveillement, je suis obligée de le dire. C'était tellement un choc culturel par rapport à la France classique, sage, un peu ennuyeuse. Il y avait cet éclatement de la contre-culture. Alors, vous vous rendez pas compte quel effet ça pouvait faire sur des petits Français. Parce que les hommes avaient des chemises avec des fleurs. Tout le monde disait peace and love. Il y avait des grandes médailles comme ça. Tout le monde s'aimait. Il y avait des grands pique-niques dans les parcs. Les gens apportaient des cerises. C'était love everywhere. Les groupes de musique, les Doors, les Mamas et Papas, les Strawberry. Donc, on allait dans ces grandes réunions dans les parcs, Griffith Park. Les gens apportaient les enfants, des chiens. On partageait les cerises. Les groupes musicaux venaient. On ne payait pas, bien sûr. Les Doors venaient là. Comment ils s'appellent, Strawberry, je ne sais pas quoi. Les Mamas et les Papas. Tous les groupes venaient. Et j'avais une impression de liberté extraordinaire. Évidemment, il y avait liberté sexuelle. Évidemment, il y avait des discussions sur l'école. Et puis, il y avait tout ce qu'on essayait de comprendre à ce moment-là. Et il y avait ce qui était nouveau, Women's Studies à l'université. On commençait déjà à être très agité du côté des idées féministes. Et moi, évidemment, ça me plaisait bien. Et j'ai tout de suite voulu faire un film là-dessus. Parce que j'ai été fascinée par ce qui arrivait. Et j'avais vu, évidemment, comme beaucoup de gens, le spectacle Hair, qui était un scandale, écrit par Rado et Ragni, qui jouaient eux-mêmes nus au théâtre. Et donc, j'avais vu ces garçons. Et je voulais, comme actrice, je voulais faire un film. Je voulais Viva. J'avais rencontré Andy Warhol. Et Andy Warhol a été, à mon avis, une personne très importante pour le cinéma. Même si ses films sont particuliers, quelquefois même ennuyeux à voir, il a attaqué le problème de la durée, le problème du temps au cinéma. Moi, je l'admire énormément. Alors, j'avais été le voir pour qu'il me prête Viva, qui était sa star. Alors, il y a une histoire très drôle, parce que... Alors, Viva, je vais vous imiter Andy Warhol. Alors, il est là, il dit, Agnes, Viva, you have to know Agnes. She did a beautiful film, Glow from 5 to 7. Oh, if I have done the film, I would have shot between 5 and 7. Ah, ça me plaisait beaucoup. C'est son idée qui tournait très vite, en réalité, tout ça. En tout cas, donc Viva, Rado et Ragni, j'ai fait avec eux un film hippie hollywoodien, vraiment, qui s'appelle Lions, Love and Lies. Et ils étaient dans une maison où il y avait des vraies plantes, des fausses plantes. Et ils se posaient la question. Évidemment, ils étaient tout nus presque tout le temps. Et ça se passait pendant l'assassinat de Kennedy. Parce que je sentais très bien que les mots qui agitaient la jeunesse des années 67 en Amérique, c'était « sex and politics ». Et cet assassinat de Kennedy qu'on a vu tous presque en direct à la télévision,
apparaît dans le film. De même que Andy Warhol avait été aussi reçu un coup de revolver d'une méchante femme. Donc, j'ai essayé dans ce film d'exprimer mon choc californien. Et je pense que le film est assez juste de ce point de vue-là. Évidemment, c'était pas un film qui pouvait marcher ni en Amérique, ni en France. Il avait été produit par un type très sympathique de Philadelphie. Un homme qui faisait des sportwear, je ne sais pas comment ça s'appelle, des habits. Et il aimait le cinéma. Il avait produit un film de Nicolas Roeg et il m'avait proposé de l'argent pour faire un film. Parce qu'il adorait le bonheur. Il m'a dit, je vous produis un film. Il m'a donné une somme d'argent. Et on a fait Lions, Love and Lies. Donc, si vous voulez, ma carrière s'est faite par des hasards, par des gentillesses, par ma curiosité de voir est-ce que la vraie vie m'intéresse, qu'est-ce que je vois. Et j'ai compris que ce qui m'intéressait, c'était de réinventer la réalité. C'est pas tellement de témoigner, mais est-ce qu'on peut trouver une forme de cinéma qui tienne compte des observations, de la réalité, de ce qui m'a touché, dérangé ou plu. Et comme j'avais été fascinée par leur désir de liberté désordonné, j'ai fait ce film qui est en même temps désordonné et amusant, mais qui tient compte aussi de cette réalité de la télévision, qui était devenue si importante. Donc, il y a 3 personnages et un poste de télévision. Et le poste, c'est comme une star, il est au milieu. On lui met un drapeau, on lui met des plumes. C'est-à-dire que j'ai essayé de comprendre le monde autour de moi. Je ne l'ai pas plus compris que tout le monde, hein, mais j'ai essayé de le comprendre d'une façon cinématographique. Alors Agnès, ce que tu nous as pas dit, c'est qu'avant Lions, Love and Lies, tu as fait d'autres films quand tu étais en Californie. Est-ce que tu peux nous parler de ces films-là? Mais oui, d'ailleurs, notre arrivée en Californie était passionnante. Et figure-toi que ça a commencé, j'étais au Festival San Francisco. Et Tom Loddy me dit qu'il y a un homme qui s'appelle Varda, dans un bateau, à Sausalito. On a été le voir, et en fait, c'était un cousin de mon père. Et j'ai été tellement heureuse et choquée de le rencontrer un mercredi, que j'ai dit, mais comment? Il faut que je le filme tout de suite. Et je me suis fait prêter une caméra par Greensfelder, et il m'a trouvé de la pellicule tout de suite. Et, comment il s'appelait ce très bon chef opérateur? Attends, sur le moment, je ne trouve pas son nom. Et on a tourné 2 jours après. J'ai reconstitué notre rencontre. Et j'ai compris, en filmant, que je voulais faire un montage particulier. Et j'ai compris à quel point le montage est quelque chose qui fait partie de l'écriture du film. Et j'ai donc tourné des plans pour que je puisse monter la rencontre avec Yanko d'une façon tout à fait folle, avec des plans, des reprises, des répétitions, je remarche, on clappe, on parle. C'est-à-dire, j'ai fait un montage baroque parce que je voulais raconter l'excitation, la fébrilité, le bonheur. C'est-à-dire que on ne peut pas dire « j'ai rencontré oncle Yanko », c'est comment est-ce que le cinéma, je peux montrer comment j'étais contente de raconter oncle Yanko. C'est-à-dire que le montage, que je crois très important, que je crois l'écriture, la cinécriture d'un film se termine au montage et au mixage, mais je me suis rendu compte qu'il faut penser un film dans son ensemble, pas seulement raconter les événements, mais comment on les raconte, avec comment est-ce que ça devient du cinéma. Donc ce film Yanko, qui dure 17 minutes, d'abord le personnage de Yanko est adorable, et j'ai compris aussi que le filmeur est un go-between, c'est-à-dire que maintenant les gens aiment oncle Yanko. Ils aiment peut-être le film, mais je leur ai fait aimer le personnage, le vrai personnage, la personne. Et alors, il y avait autre chose aussi, c'est que c'était le moment des Black Panthers. Ils ont eu un moment très important où ils avaient pris en main leur propre théorie, tu s'appelles Body and Soul, tu sais, ils voulaient vraiment eux-mêmes déterminer ce qu'ils voulaient. Ils faisaient des drafts, ils faisaient des répétitions, ils faisaient des manifestations à Oakland parce que Huey Newton était en prison. J'ai filmé ces choses-là. Et j'ai fait connaissance avec eux, j'ai filmé leur programme, tout ce qu'ils disaient. Et j'ai été très contente d'avoir fait ça parce que ce qui est arrivé au mouvement des Black Panthers est très triste. En fait, 4 ans après, c'était tout cassé. Et donc, c'est un document important du moment très important
de l'histoire des Noirs et de ce moment des Black Panthers. Donc j'ai toujours eu du goût pour, en même temps, témoigner de mon temps, là où je suis, et inventer des formes. Alors Black Panthers, c'est un documentaire qui n'est pas spécialement inventé, il est bien monté. Tandis qu'Yanko, c'était quelque chose que j'ai vraiment essayé de faire. Donc dans les courts-métrages, ça me permettait aussi d'essayer des choses, d'essayer des façons de raconter, des techniques. Alors, c'est vrai que sur ce, la vie en Californie, pour Jacques Demy et moi, c'était un espèce de rêve d'enfant, parce que il était invité par la Columbia, donc on était bien... Enfin, il avait manqué pas d'argent. On avait loué une petite maison. On avait loué 2 voitures décapotables. Le rêve des petits Français, des voitures blanches décapotables. Et moi, je circulais dans Los Angeles en me disant, c'est la plus belle ville du monde. Et je continue à adorer cette ville, ces espaces très particuliers, ces mélanges de bord de mer et villes américaines, tout ça. Donc j'aime beaucoup Los Angeles et j'ai aimé ça en 67, en 68, quand j'ai fait le film. Quand j'ai fait Lines Love, je l'ai tourné en 68 et puis je suis rentrée en France. Jacques aussi rentre en France. Il voulait faire un fairy tale, un conte. Il voulait faire Peau d'âne, qu'il a fait en rentrant. Et comme ça, de chose en chose, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'avais découvert aussi en Amérique? C'est justement le féminisme, les féministes qui étaient beaucoup plus radicales déjà que les Françaises. Et en France, ça arrivait de plus en plus. Alors j'ai quand même milité beaucoup avec les autres femmes pour une des bases que nous pensions, c'était le droit d'avoir des enfants ou pas. C'est-à-dire la contraception, le droit à la contraception, le droit aussi de ne pas vouloir d'enfants et de ne pas accepter des enfants non désirés. Et ce combat pour l'avortement a été un combat très difficile en France, ailleurs aussi, hein. Et il y a eu cet épisode qui a été considéré comme très important, de 343 femmes non, je devrais faire autrement. Donc, il y a un épisode féministe qui était important, c'est que l'avortement était interdit, bien sûr, puni par la loi. Il y avait des femmes en prison. Alors, un certain nombre de femmes qui avaient un nom, ou dans les lettres, ou dans le spectacle, on a décidé de signer une pétition, un manifeste, en disant « Nous avons avorté, jugez-nous ». C'est-à-dire que Delphine Seyrig, par exemple, elle pouvait prendre cette lettre, elle allait au tribunal quand on était en train de juger une pauvre petite fille qui avait avorté parce qu'elle ne pouvait pas garder son enfant. Elle disait « Pourquoi vous ne nous jugez pas, nous ?» C'est-à-dire que c'était une justice de classe, injuste. C'était évidemment les pauvres petites qui se faisaient prendre, alors que les bourgeoises et celles qui avaient de l'argent, on allait en Angleterre, on allait en Hollande, en Suisse. Donc ce manifeste a été très important parce qu'il a aidé à changer la loi. Il a aidé Simone Veil à obtenir le droit à la contraception, suivi du droit à l'avortement. Et ça se passe au début de 70, par la 72. Et moi, j'étais tellement impressionnée par ça que quelques années après, j'ai fait un film féministe qui s'appelait « L'une chante, l'autre pas ». Mais comme je comprenais aussi que quand on explique des phrases féministes aux gens, ça les embête un peu. Quand on cite Engels qui dit, je crois bien que c'est Engels, dans la famille, l'homme est le bourgeois et la femme est le prolétariat. C'est un peu dur de dire ça. Alors j'ai fait un musical. Alors ces phrases-là, elles étaient chantées. On chantait aussi Simone de Beauvoir, qui disait « On ne naît pas femme, on le devient ». Ça, c'est magnifique. Alors, toutes ces femmes que j'ai fréquentées, avec qui on a milité, j'ai voulu en témoigner que ce n'étaient pas des femmes toujours en colère ou toujours qui avaient été battues, qui avaient avorté mal, qui étaient mortes. Je voulais dire qu'il y avait cette amitié des femmes qui était très importante. Donc, l'une chante, l'autre pas. Non seulement est un musical, mais il chante la solidarité des femmes, l'amitié des femmes. Et même certains hommes qui sont venus aider, des docteurs qui se sont engagés. C'était un film pour moi très important parce qu'il racontait 10 ans de lutte. Il racontait à peu près de 60 à 70 et avec une amitié jouée par 2 femmes formidables, Thérèse Lyotard et Valérie Mérès, et avec la musique d'un compositeur qui s'appelle François Vertemer et qui jouait l'histoire d'un homme qui se balade avec son enfant, un fils
un père qui élève tout seul son enfant. Parce qu'il y avait les mères qui élevaient toutes seules leurs filles. Il y avait tout ce nouveau problème. Moi, quand j'avais eu ma fille Rosalie, j'étais pas mariée. C'était pas bien vu, ça. C'était pas bien. C'était socialement pas bien. Et je pense que j'ai toujours été un petit peu contre la société, contre les lois de la bourgeoisie. J'aimais pas ça. J'étais pas intéressée. Donc, ce film féministe a fait du bruit. Et évidemment, il a été reconnu comme un témoignage réinventé. Toujours réinventer la vie, réinventer les situations, les faire devenir du cinéma. Ça me plaisait beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé après? Je ne sais plus. On va faire un bond en avant. Puisque tu parles d'être non-conformiste, j'aimerais bien que tu nous parles de Sans toi ni loi. Alors oui, ça nous mène plus loin, effectivement. Alors comment les films naissent? C'est quelque chose que je remarque et qui me révolte, souvent. C'est souvent des choses de la vie réelle qui me choquent. Et j'avais été très frappée qu'on parlait beaucoup du froid. Il y avait des vieilles femmes qui mouraient de froid dans leur appartement. Et un gendarme de campagne m'avait raconté qu'il avait trouvé un jeune homme mort de froid sous un pommier. Et cette image du garçon mort de froid, je me suis dit, mais pourquoi il était là? Pourquoi ils sont sur la route? J'ai commencé à m'intéresser à ceux qu'on appelait les routards, ceux qui partaient avec leur sac au dos. Et non seulement il y avait des hommes, des jeunes hommes, mais il y avait de plus en plus des jeunes femmes. Et ça, c'était nouveau. C'est dans les années 80 comme ça. Et alors, je prenais des femmes en stop. Alors, elles étaient sales, elles sentaient mauvais. On ne pouvait même pas les emmener au restaurant parce que les restaurants ne les voulaient pas. C'est-à-dire qu'il y avait toute cette idée de la liberté. Sac à dos, on dort n'importe où, on dort dans les gares. Et je me suis beaucoup documentée sur ce monde-là avant d'écrire une fiction. La fiction s'appelle Sans toi ni loi. Et c'est une fille révoltée qui part sur la route. Et je ne m'occupe pas de psychologie. Pourquoi elle est partie, qui l'a chassée, d'où elle vient, comment elle se comporte, comment on peut vivre tout seul avec un sac à dos, comment est-ce qu'on peut faire l'attente, comment est-ce qu'on peut se mettre près d'un cimetière pour que les gens ne vous embêtent pas, comment on a le risque d'être violé, comment on a le risque d'être battu. J'ai eu la chance de rencontrer Sandrine Bonner, qui avait commencé avec Piala dans À nos amours, à 15 ans et demi. Et là, elle avait 17 ans et demi et j'ai pensé que c'était elle. Il fallait qu'elle fasse ce rôle, elle était formidable. Elle est venue avec son père parce qu'elle était mineure. Et elle a avalé le personnage, si je peux dire. Elle est devenue Mona d'une telle façon que c'est là aussi que j'ai compris que je ne voulais pas faire de la psychologie avec les acteurs. Je voulais travailler sur le comportement. Behavior, ça c'est vraiment... Alors, comment on tient un sac à dos? Comment on casse du pain? Comment on répare les souliers? Comment on met sa tente? Comment on fait des gestes? C'est-à-dire qu'elle est rentrée là-dedans avec beaucoup d'intelligence du corps. Elle a vraiment joué cette Mona d'une façon formidable. D'ailleurs, elle a été récompensée. Le film, elle a eu ce qu'on appelle en France un César. Et le film, qui était pourtant très rude, a été d'ailleurs récompensé au Festival de Venise. On a eu un Lion d'or. Mais qu'est-ce qui m'avait intéressé dans cette histoire? C'est comme pour La Pointe Courte, c'est pas seulement raconter, mais comment on peut structurer ce film. Et ce film veut dire elle marche. Et elle marche. Donc, j'ai inventé 13 travelling, tous de droite à gauche, tous comme ça, séparés de elle qui marche. Dans la campagne, sur une route, dans les bois, elle marche toute seule. Et là, il y a par exemple la musique de Jan Abrozovic, mais seulement sur ces plans-là. C'est-à-dire faire des choix tout à fait radicaux, pas mettre de la musique quand il y a des émotions. La musique, ça voulait dire elle marche. Et entre ces marches, elle rencontrait des gens. Et on voyait comment elle était mal vue, mal reçue, comment elle-même se durcissait de plus en plus, comment elle était décrite par ceux qui la voyaient passer, qui avaient mauvaise opinion sur elle, ou bien une jeune fille qui était jalouse, ou bien une dame qui essayait de l'aider. Donc c'était un espèce de portrait impossible à faire de cette révoltée, comme si on ne pouvait pas attraper son désir de liberté. En plus, le film, il n'était pas, j'allais dire, il n'était pas fait pour
ça marche bien parce qu'on voyait qu'elle était morte au début. Et puis après, il y avait les 2 derniers mois de sa vie qui l'avaient amenée à mourir. Donc, il me semblait que c'était un film très raide, très dur. Et très curieusement, c'est le seul de mes films qui a très bien marché, en tout cas en France. Donc, j'étais contente d'avoir fait un film qui correspondait vraiment à mon idée du cinéma. Une structure très, très précise, à l'intérieur duquel il y ait des émotions, des rencontres, de la vie. Et les gens étaient très émus parce que, d'abord, elle était formidable, Sandrine Bonnaire, mais c'était très émouvant de voir le combat imbécile de cette femme qui fermait les portes peu à peu, qui ne voulait même pas être aidée. Et ça posait un vrai problème. Est-ce qu'on peut aider les gens qui ne veulent pas être aidés? Donc ça posait des problèmes pour moi. Faire du cinéma, créer, c'est être en face de questions qu'on se pose à soi-même. Et les films ne sont pas des réponses, mais une façon de travailler la question, de voir quel rapport on a au monde, quel rapport on a aux autres. Entre-temps, j'avais eu une grande joie dans ma vie. C'est que j'ai eu un enfant avec Jacques Demy, qui s'appelle Mathieu Demy, et qui est né donc en... Je me trompe des fois dans les années. Mais 72. 72, c'est ça. Et c'était magnifique de l'élever parce que je me disais, voilà, on renonce à rien. Quelquefois, on a l'impression que les femmes artistes, elles sont dire ou le travail ou la vie de famille. Et j'ai pas renoncé. Et j'ai eu ce bonheur et d'élever Rosalie et d'élever Mathieu, avec toujours des complications parce que il faut organiser quand on va là, quand on va ailleurs, qui va s'en occuper, comment on va faire. Et Jacques était très fier d'avoir un fils, ce qui arrive à beaucoup d'hommes d'ailleurs. Et moi aussi, j'étais très fière d'avoir un fils de Mathieu, d'avoir un fils de Jacques. Et c'était un bonheur de faire tous ces films difficiles au milieu d'élever un enfant, l'aimer, le protéger autant que possible. Et c'est d'ailleurs, je confonds un peu les années, j'ai un peu de mal. C'est d'ailleurs avec lui que je suis revenue en Amérique, avec Mathieu. Donc, j'étais venue avec Rosalie en 67, 68. Et Jacques et moi, on est repartis en Californie en 79. Si tu veux, la chose, c'est que quand on est revenus ensemble en Amérique, là, quelque chose qui m'a frappée, je voulais le dire, il y a toujours quelque chose que je vois, c'était ces peintures murales partout dans Los Angeles. Et pendant que j'écrivais un scénario pour un EMI, non, ça existe, ça, je sais pas, je me rappelle plus, une boîte américaine, ça marchait pas, mais j'avais observé toutes ces peintures murales, et avec de l'argent français, j'ai fait un documentaire sur les peintures murales. Ça s'appelle Murmure. Et dans mon élan, comme c'était un moment difficile de ma vie, j'ai fait un film que j'ai considéré comme l'ombre de l'autre. C'est-à-dire qu'il y avait Los Angeles extraverti et en pleine lumière de tous ces murales. Et puis je sentais à Los Angeles aussi tous ceux qui étaient venus vers la Californie avec un espoir de réussite, un espoir de richesse. Et il y avait énormément de déçus, de désappointés, de malheureux. Et je vivais à Venise, on vivait à Venise. Et il y avait tous ces gens qui avaient perdu leurs espérances et comme ça. Et du coup, j'ai fait un film où moi-même, j'étais plutôt malheureuse, plutôt désespérée. Et j'ai filmé un film sans soleil. J'ai réussi à filmer à Los Angeles que du côté de l'ombre. Donc, encore une expérience difficile. Et sur le plan du cinéma, ce qui m'intéressait, c'était qu'au lieu... C'était l'histoire d'une femme et d'un fils qui étaient dans Los Angeles, tout seuls. Et au lieu de faire des monologues ou d'avoir une amie à qui cette femme racontait ses tristesses, ses sentiments, ses émotions, j'avais décidé que les émotions seraient représentées par du documentaire. Donc, il y avait des images que j'ai filmées de Los Angeles, quelquefois même inexplicables pour moi, des drôles de choses que je voyais, que je ne comprenais pas. Et toutes ces choses que je ne comprenais pas s'inscrivaient dans le film pour remplacer le récit des émotions. C'était un essai de cinéma pour moi très, très fort, très important, qui était difficilement praticable. Évidemment que le film ne peut pas marcher. C'est pas mais pour moi, c'était une expérience, une réflexion sur comment est-ce qu'on établit le rapport entre le cinéma documentaire et le cinéma de fiction. Où est-ce que ça se mélange? Où est-ce qu'on fait tomber la barrière? Comment est-ce qu'on peut utiliser la fiction dans des documentaires pour qu'ils aient l'air tellement amusants
et comment est-ce qu'on peut utiliser les documentaires dans les images de fiction. C'est un sujet qui m'a toujours passionnée. Maintenant, Jacot de Nantes. Alors oui, Jacot de Nantes, ce sont des circonstances très particulières. Jacques Demy était malade, il était très malade. Et il écrivait. Il écrivait ses souvenirs d'enfance. D'ailleurs, c'est un petit fascicule qu'il avait écrit qui s'appelait « Une enfance heureuse ». Et il racontait son enfance à Nantes, dans la ville où il habitait, dans un garage où son père travaillait et sa mère servait l'essence. Et comment, pendant la guerre, avec cette guerre que j'ai connue moi aussi, hein, où il n'y avait pas de jouets, pas de rien, il n'y avait pas beaucoup à manger, que les enfants jouaient avec des petits trucs. Comment, pendant cette guerre, cet enfant a eu une vocation précoce de faire du cinéma. Comment il allait au cinéma avec ses parents une fois par semaine, le samedi, puis je crois qu'il allait aussi lui-même le jeudi. Mais il était fasciné par le cinéma. Et voilà un enfant qui a eu l'idée, quand il avait vu ses petits charlots 5-6 fois, d'effacer l'émulsion sur la pellicule transparente et de dessiner à la plume, sur des images transparentes, des petites images qui bougeaient. Il a inventé tout seul de faire du cinéma d'animation. Et dans son grenier, il a fait des animations, il a réussi à se faire offrir une petite caméra. Il a fait quelque chose qui est tellement beau, qui est avoir déjà un désir, une vocation d'artiste très, très marquée. Et quand j'ai compris qu'il était malade et que quand il ne pourrait pas tourner lui-même son enfance, il m'a dit « Mais tu devrais le faire, toi ». J'ai dit « Mais je ne sais pas ». Il me dit « Mais si, fais-le, fais-le ». Donc, en fait, avec Jacques malade, mais j'ai reconstitué son enfance en allant non seulement dans la même ville, à Nantes, mais même dans le même garage. On a retrouvé le garage où il avait été élevé, avec encore des choses qui étaient restées là. La pompe à essence était encore sur le mur était encore pareil. Et j'étais très émue, moi, de tourner dans cet endroit-là. Et lui, il venait passer 1 heure ou 2, et je lui montrais le petit garçon qui lui ressemblait, une maman qui ressemblait à sa maman, un papa qui ressemblait à son papa. Et il avait l'air heureux de voir ça. Ben, il était malade, il était malheureux d'être malade, mais il y avait quelque chose de très beau, que quelque chose soit en train de naître, qui soit ce film, à la gloire, non seulement pas à la gloire, mais disons en récit de son enfance, de sa vocation, qui était tout à fait contrariée par le père d'ailleurs. Le père lui a fait faire des études de mécanique. Donc le père ne comprenait pas du tout ce goût artistique. Il a fallu que tout le monde se batte pour qu'il puisse partir à Paris. C'est-à-dire son rêve, c'était d'aller dans une école de cinéma. Et c'était très amusant que, comme j'ai construit le film, encore une fois, essayer de structurer ça, pas seulement raconter, c'était de voir comment les images de son enfance, les gens qu'il avait connus, ses voisins, ses souvenirs, comment est-ce qu'il les avait transposés dans ses films. Alors, les scènes de garage, eh bien, on voyait un petit extrait des Parapluies de Cherbourg dans le garage. Il avait une tante qui était venue et qui racontait qu'elle allait au casino. Il avait fait un film qui s'appelait La Baie des Anges avec Jeanne Moreau au casino. Et j'ai essayé d'introduire dans cette fiction à l'ancienne, en noir et blanc, des petits flashs qui étaient comme des prémonitions, comme s'il avait trouvé dans son enfance les prémonitions des plus belles scènes qu'il a fait dans sa vie de cinéaste. Donc c'est un film très important pour moi. Et puis je l'avais aussi filmé de très près parce que j'avais envie qu'il soit là aussi dans le film. Donc c'est un film qui a été en même temps très important, très douloureux, parce qu'il était mourant et qu'il est mort à la fin du tournage. Et que de finir le film, de monter le film, de le finir, a été très difficile. Mais en même temps, je me disais là aussi, c'est que je pense que d'une certaine façon, ça nous a aidés. Ça l'a aidé, parce qu'il l'a dit, et ça m'a aidé à passer cette période horrible. Et le film, maintenant, c'est intéressant parce qu'il est vu par des enfants. Il est montré dans les écoles. Parce que c'est devenu très, très rare, les vocations. Maintenant, vous savez, les enfants, ils ont tellement de choses toutes faites, des jouets tout préparés, des petits jeux où il faut appuyer. Il y a la radio, il y a la télévision, il y a les téléphones.
C'est-à-dire que ça raconte un temps où il n'y avait rien. Et donc, ça impressionne beaucoup les enfants, qu'on jouait avec des petits objets trouvés dans la rue, qu'on inventait, qu'il y avait beaucoup d'invention, beaucoup d'imagination. Et que, d'ailleurs, c'est très connu que les enfants qui s'ennuient un peu développent leur imagination. Donc, tout ça sur et la vie de Jacques, et la fin de la vie de Jacques, l'enfance de Jacques, la fin de la vie de Jacques, et tout ce que représente cette évocation. D'ailleurs, le titre de tournage, c'était « Évocation d'une vocation ». Et puis, c'est devenu Jacques Audin parce que la ville était tellement présente et ça a compté tellement pour Jacques. Donc, c'est un film, encore une fois, qui m'a été amené par les circonstances, par les événements. Disons que je n'ai jamais fait un plan comme ça. Je suis devant une page, je vais faire ça et ça, je vais adapter tel livre. Je n'ai pas du tout envie de ça. J'attends qu'une idée, un sujet, une inspiration me dérange suffisamment pour que je fasse. J'attends vraiment que ça me dérange, ou quelque chose que j'ai observé, ou je sais pas, ou alors des films de commande, des films qu'on me demande. Mais il y a eu un événement très étrange. Dans les années 95, on fêtait les 100 ans du cinéma, les 100 ans de la naissance du cinéma. Donc on a demandé à beaucoup de cinéastes est-ce qu'ils avaient envie de faire quelque chose. Et c'était le ministère de la Culture qui a dit on va vous aider un peu, est-ce que vous voulez pas faire un film là-dessus? Et j'ai réfléchi au cinéma tel qu'il était autrefois. Et autrefois, on nommait que les acteurs. On disait un film de Gabin, un film de Michel Simon, un film de... Comment elle s'appelait Arletty? Hein? Arletty? Oui, mais les grandes stars, Michel Morgan, un film de... Voilà. Et c'est les petits gars de la Nouvelle Vague qui ont amené l'idée des auteurs. Après, on a dit un film de Chabrol, un film de Demy. Mais donc, je me suis dit, au fond, le cinéma pour les gens. Le cinéma, c'est les acteurs. Donc, je vais faire un film avec beaucoup, beaucoup d'acteurs. Et Les 101 nuits, qui est mon hommage au cinéma, c'était d'inventer un monsieur cinéma qui aurait 100 ans, qui est joué par Michel Piccoli. Son copain, dans le cinéma aussi, qui est Mastrello Mastroianni. Et ces deux vieux qui discutent sur le cinéma et qui ont des visites. Et l'idée, c'est de les faire visiter par tous les acteurs connus de ce moment-là. Donc, il y a un défilé d'acteurs. Mais alors, évidemment, les acteurs français, évidemment, Brialy, évidemment, Depardieu, Alain Delon, comment il s'appelle aussi? Belmondo? Hein? Oui, bravo, Belmondo. Et puis, évidemment, Jacques Bourreau, évidemment. Et alors, j'avais même réussi à créer des petites scènes. Et j'avais créé une petite scène pour Catherine Deneuve et Bob De Niro, qui avait accepté de venir une journée, qui est venu tourner une journée, pour faire la scène avec Catherine. Alors, c'était encore une fois, on a inventé une croisière idéale, on avait ça sur un tout petit bateau. Tous ces personnages que j'avais inventés et qui parlaient de cinéma. Et tout ça venait dans la tête de Michel Piccoli, Monsieur Cinéma, se mélanger parce on s'était fait prêter beaucoup de choses du musée du cinéma. C'était vraiment un musée du cinéma avec tous ces acteurs. Il y avait une liste extraordinaire, un casting extraordinaire. Et c'était une comédie. Moi, je pensais que tout le monde allait adorer ça, s'amusait beaucoup. Et ça n'a pas du tout marché. Parce que, je sais pas, je crois qu'ils attendaient, je crois qu'ils croyaient que c'était un documentaire. Et puis on pensait que c'était pas pour moi de tourner avec des acteurs. Je ne sais pas quelle a été la raison, mais mon hommage au cinéma est tombé dans l'eau et n'a fait aucun bruit. Donc, j'étais un peu déçue quand même. Mais ça fait partie de la vie de cinéma. On peut pas... Alors, je veux dire que les films ne fassent pas d'argent, j'étais habituée, mais qu'ils ne soient pas bien reçus, c'était une déception. Mais bon, je passais à autre chose. Très souvent, je me suis dit, et je le sais parce que dans ma boîte, là, j'ai fait 17 courts-métrages. Donc, chaque fois, je me disais, je peux faire un court-métrage, je peux faire quelque chose. Mais ce que j'ai surtout remarqué,
c'est que quand j'étais déçue du cinéma ou déçue de quelque chose, c'est toujours la vraie vie, la rue qui m'inspirait. Et j'avais déjà fait, par exemple, un documentaire dans ma rue de toutes les boutiques, mes voisins, de la rue Daguerre, ça s'appelait Daguerréotype. Et c'est devenu un documentaire tout à fait étudié comme socialement, parce que c'est une coupe d'une époque, c'est 75, c'est comment on vivait, comment les commerçants travaillaient en couple. Tout ça, c'est très, très particulier, les choses qui ont changé. Comment ils arrivaient tous de la campagne pour travailler à Paris, comment, quand ils étaient vieux, ils repartaient dans leur campagne. Et donc, cette fois-ci, le documentaire est venu de quelque chose que j'ai observé. J'étais un jour dans un café à 2h de l'après-midi et j'ai vu que le marché, il y avait un marché qui venait 2 fois par semaine avec des gens qui arrivaient en camion, que pendant qu'ils étaient en train de ramasser leurs paniers, pour remettre dans le camion, et avant que les balayeurs de la ville arrivent avec leurs balais en plastique vert, là, il y avait un moment, il y avait 20 minutes, où il y avait des gens qui venaient ramasser des choses par terre. Ah, ça m'a beaucoup frappé, j'ai commencé à aller regarder les marchés, les fins de marché. Et il m'est revenu dans la tête tout de suite, j'ai dit, mais tiens, la phrase comme ça qui m'a frappée, ces gens-là vont manger ce que nous jetons. Et j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que c'était. J'ai repensé à un mot qui ne s'utilisait plus beaucoup, qui s'appelait glaner. Les glaneurs et les glaneuses. Parce que, autrefois, dans les champs, quand la récolte était faite, il restait beaucoup de blé par terre, beaucoup de choses. Et les gens venaient ramasser les grains de blé qui restaient. Ils faisaient leur farine, ils faisaient leur pain. Et ils ramassaient les fruits, ils ramassaient le maïs, ils ramassaient. Et je me suis mis à m'enseigner là-dessus. Parce qu'il y a eu des lois en France qu'on ne pouvait pas glaner avant le lever du soleil et après le coucher du soleil. À un certain moment, c'était seulement les femmes et les enfants. Donc je me suis intéressée au sujet. Et dans la vraie vie, je me suis dit, mais qu'est-ce qui glane encore? Donc j'ai été dans les campagnes et j'ai été dans les villes filmer des gens, leur demandant la permission et leur disant qu'ils étaient bien malins de le faire parce qu'il y avait beaucoup de choses dans les poubelles. Et ça, c'était vrai. Les gens jettent beaucoup. Alors j'ai été amenée comme ça, avec une petite caméra. Et c'est intéressant parce que c'est le moment du changement de caméra. C'est la première fois que je me suis retrouvée avec un petit objet comme ça, que je pouvais filmer toute seule. Parce qu'il y avait un problème de... Vous savez, il y a des gens qui sont dans une situation personnelle trop difficile. On ne peut pas arriver avec une équipe, des gens, des casquettes, du bruit, des micros. Donc je disais, est-ce que je peux vous parler? Est-ce que je peux vous filmer? Quelquefois, je filmais toute seule. Quelquefois, s'ils acceptaient, alors j'allais chercher quelqu'un et on filmait. Disons que je voulais approcher, grâce à ces petites caméras, les gens d'une façon plus personnelle, et particulièrement dans cette situation de gens qui n'avaient rien et qui mangeaient ce qu'ils trouvaient par terre. Ce qui est quand même très choquant dans une société où il y a tellement d'argent. D'ailleurs, ça m'a confirmé que, parce que j'ai toujours été intéressée par les gens qui étaient défavorisés, j'ai toujours filmé ou des pêcheurs, ou des paysans, ou des glaneurs, des gens comme ça. Parce que les autres, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que j'ai jamais tourné en studio, j'ai jamais filmé des comédies bourgeoises, ou j'ai même pas filmé des scènes où il y a des gens riches. Je ne sais pas ce que c'est que filmer des gens dans un salon, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais par contre, des sujets où on essaie de comprendre pourquoi les gens sont différents. Alors j'ai été amenée, c'était à ce moment-là, quand j'ai fait Les Glaneurs, à faire un film donc franchement intéressant, parce qu'il touchait ce problème qui est devenu énorme depuis, surconsommation, surdéchets et recyclage. Et le film que j'ai fait, Les Glaneurs, en 2000, il est de plus en plus contemporain et de plus en plus, j'allais presque dire, utilisé par des groupes de travail, par des gens qui réfléchissent sur qu'est-ce qui se passe avec tous ces aliments qu'on jette. Et ça, ce film, si vous voulez, a été utilisé pas seulement comme recherche de cinéma, mais comme réflexion sur qu'est-ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Et on sait qu'il se passe des choses terribles. Alors, Les Glaneurs et la glaneuse, moi, m'a fait très plaisir. Parce que
je me suis rendu compte à quel point j'aimais filmer des gens qui étaient dans des situations difficiles. Pas pour en profiter, parce que déjà, le problème du documentaire est toujours difficile. Quand vous filmez des gens qui sont un peu malheureux, très malheureux, et que vous allez dans un festival et qu'on vous dit bravo, bravo, et qu'on vous donne une chambre d'hôtel, vous savez qu'eux, ils sont toujours par terre dans leur campement. Donc, j'ai toujours essayé de voir quelle est la position du documentariste. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et dans le cas des glaneurs et de la glaneuse, 2 ans après, je suis repartie les voir. J'ai fait une sorte de second film qui s'appelle 2 ans après, où j'essayais de comprendre les effets du documentaire sur eux et comment eux-mêmes étaient contents qu'on revienne les voir, qu'on ne les ait pas juste abandonnés à leur situation, qui n'était pas bonne, bien sûr. Donc j'aime faire ça et en même temps c'est difficile. J'ai fait aussi, par exemple, une installation sur les squatteurs. Ces gens qui se mettent dans des maisons abandonnées et puis un jour on les chasse comme des chiens. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui sont malheureux dans notre société et de les écouter, de les faire parler, de faire partager ce qui est révoltant. Je pense que ça fait partie du travail des documentaristes. C'est ça que j'aime bien faire aussi. Parce que dans mon essai de comprendre qu'est-ce que c'est que la matière de cinéma, qu'est-ce qu'on peut faire, je me suis rendu compte qu'avec mon goût que j'ai toujours eu pour la peinture et pour les installations qui s'étaient mis à commencer il y a 30 ans, que les gens commençaient à installer des choses, j'avais très envie de faire ça. Et c'est arrivé presque tout seul que de cinéaste, je suis devenue visual artist parce que, en fait, quand j'ai tourné Les Glaneurs, il y a eu quelque chose de très étrange. Le 2e jour de tournage, quand on suivait les patates, parce qu'on jette toutes les patates qui sont hors format. Et voilà un autre sujet qui m'intéresse. Nous sommes dans une société formatée et les patates sont formatées. On vend des patates 5 cm sur 7 cm. Et si elles sont plus grandes ou plus petites, on les jette. Donc on jette des nourritures parce qu'elles ne sont pas formatées. Et comme je suivais tout ça, un jour que je voyais un type qui ramassait des patates jetées, et j'ai trouvé des patates en forme de cœur. Et tout de suite, je me suis dit, mais on me dit quelque chose. On me dit que ce modeste légume qui est jeté, on me dit, il faut aimer les gens, il faut les approcher, il faut les comprendre. J'ai commencé à garder les pommes de terre en forme de cœur chez moi. Je les ai mis dans des verres, dans des pots. Je les ai en quelque sorte regardés vieillir. Et les voilà qui commençaient à ratatiner, à devenir moches. Évidemment, on ne pouvait pas les manger. Il y en avait que j'avais mis dans des boîtes, dans la cave. Il y en avait qui avaient pris des racines, des petits gerbes. J'ai trouvé là une beauté extraordinaire de penser que ces légumes qui étaient finis, inutilisables, avaient encore de la vie, cette vie qui sortait des patates. Donc j'ai commencé à les filmer. Et quand j'ai été invitée à la Biennale d'art de Venise, ça c'est 2003, j'avais déjà un matériau que je voulais faire. Et j'ai tout de suite créé quelque chose que j'ai aimé faire, un grand triptyque. Parce que j'aime l'écran plat. Mais on a envie d'envahir l'espace. Donc un triptyque, pour moi, c'est un écran plat et 2 écrans en biais, des grands écrans, 3 mètres sur 4. Et on pouvait comme ça montrer au milieu, à l'écran du milieu, ce que j'avais filmé, des pommes de terre en forme de cœur qui respiraient. Et sur les côtés, tous ces mouvements, des racines, des gerbes, j'avais filmé tout ça. C'était comme une trilogie magnifique de mouvements de patates. Et au sol, 700 kilos de patates, des vrais. Parce que je ramenais encore un peu de réalité dans ces représentations. Et ça m'a donné beaucoup de bonheur. C'est-à-dire que j'ai compris que on aime filmer, on aime inventer, on aime créer, mais ça donne du bonheur. Et le bonheur, ça ne veut pas dire que ça marche, ça ne veut pas dire qu'on le vend. Et c'est ce qui est arrivé avec le cinéma. Moi, ça m'a donné beaucoup de bonheur de le partager avec des gens qui l'aiment. Et d'ailleurs, je suis très frappée parce que, puisque je suis ici, entre autres, pour recevoir un Governor's Award, je sais très bien que ceux qui ont choisi de me donner cette récompense, ce Oscar d'honneur, c'est parce qu'ils ont aimé ce que je fais. C'est pas parce que j'ai réussi ma carrière, c'est parce que mes films ont représenté quelque chose qu'on peut partager, quelque chose qui représente une ambition de cinéma.
Alors j'ai tout à fait conscience que je suis tout à fait discrète parce que j'ai fait toujours des films avec des petits budgets, avec des sujets modestes, et qu'il y a pendant ce temps-là le cinéma qui s'est développé de façon extraordinaire avec des nouvelles techniques, des nouvelles idées, des nouvelles possibilités. Il y a des films extraordinaires qui sont faits. Et je me suis rendu compte que je suis restée dans une catégorie de recherche et de modestie qui me convient bien. Et que je suis très heureuse qu'on ait observé, disons, qu'on ait remarqué. Donc, pour revenir à ces installations, j'ai commencé à faire d'autres. J'ai de nouveau travaillé sur ce problème du triptyque et de l'espace. Et j'ai fait, par exemple, une installation où je mélangeais tout. Il y avait un grand écran tourné en 35 mm par Éric Gauthier, c'est-à-dire du vrai cinéma. Et c'était encadré par 14 petites vidéos que j'avais filmées moi-même avec des petites caméras. Et j'essayais d'avoir une image très abstraite de veuves qui tournent autour d'une table sur la plage et des entretiens de veuves qu'il fallait écouter avec un casque, avec 14 chaises. Donc j'ai essayé de trouver d'autres formes où on utilise le cinéma, la vidéo, couleur, le noir et blanc. Toute la fin de ma vie, c'est un travail de réconciliation, si je peux dire, non seulement avec moi-même, mais avec ce que j'ai appris à faire, du 16 mm, du 35 mm, de la vidéo, de la photo. Même mes premiers appareils, j'ai eu des gros appareils avec des soufflets, j'ai eu des Rolleiflex, j'ai eu des trucs. Et maintenant, on peut filmer avec le téléphone, on peut faire des photos. Donc, cette évolution extraordinaire des moyens d'image et de son, je l'ai vécu dans mon propre travail, mais à mon niveau, c'est-à-dire avec des petits films faits avec peu d'argent, mais où toujours j'ai gardé, et des installations un peu plus chères, mais quand même intéressantes, où je me suis dit, mais comment on peut encore inventer quelque chose qui se partage? Parce que j'ai bien compris, et j'en ai parlé l'autre jour dans une petite conférence, qu'il y a 3 mots importants. Il y a l'inspiration. Elle ne vient pas du ciel. Pour moi, elle vient d'observation. La création et le partage. Et partager les films, ça veut dire avoir des gens qui les aiment, qui les comprennent. Ça ne veut pas dire forcément que ce soit des millions de gens. Mais ceux qui les reçoivent, ces films-là, s'ils partagent les émotions qui ont entraîné le film, les découvertes que j'ai faites, l'humanité des gens que j'ai filmés, ou bien des situations, si c'est partageable, j'ai l'impression que je fais mon travail et que ça marche au bon sens du mot. C'est-à-dire que je suis entre ce que j'ai filmé et ceux qui le reçoivent. Alors Agnès, maintenant, j'aimerais bien que tu me parles des plages d'Agnès. Ah oui, c'est-à-dire que quand j'ai vu arriver mes 80 ans, je me suis dit, oh là là, c'est vieux ça, je vais jamais, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose parce que c'est le moment peut-être de faire une sorte de résumé de toute ma vie, particulièrement parce que je pensais que mes enfants et mes petits-enfants ne savaient pas. Comme dans beaucoup de familles d'ailleurs, on ne raconte pas tellement sa vie. Et même si j'avais beaucoup de conversations avec mes enfants Mathieu et Rosalie, quand même, je pense qu'ils ne pouvaient pas imaginer ma jeunesse, mes débuts, et je pensais qu'il faut faire un film. J'ai surtout remarqué que toutes les grandes périodes de ma vie ont été près des plages. Toute mon enfance en Belgique, on allait sur les plages du Nord. On était 5 enfants. Et mes parents voulaient toujours qu'on prenne l'air de la mer, que ça fasse du bien. Bon. Donc on a toujours été là. Et puis la guerre, le bombardement qu'on a connu à Bruxelles en mai 40, on a été réfugiés comme tous les gens. Enfin, ça s'appelle l'exode. On a traversé toute la France, il y avait des bombardements, enfin c'était la guerre. Et on est arrivé jusqu'à la côte à Sète, un port qui est sur la mer Méditerranée. Enfin, entre Marseille et l'Espagne. Et c'est là qu'on est resté pendant la guerre. Et c'est là que je suis revenue beaucoup. Et c'est là que j'ai pris de goût beaucoup pour cette ville. Donc, deuxième plage, la plage de Méditerranée. Ensuite, j'ai rencontré Jacques dans ma vie. Et Jacques était de la région de Nantes et de la côte atlantique.
et de l'île de Noirmoutier. Ensuite, nous sommes venus ensemble habiter à Los Angeles, en Californie, et on a habité à un moment donné à Venise, sur, cette fois-ci, l'océan Pacifique. Donc, je trouvais qu'il y avait une raison, d'autant que j'aime les plages, de raconter ça. Et puis alors, j'ai compris que, comme j'ai habité avec Jacques Demy des années à Paris, au même endroit, où je suis rentrée, moi, en 51, il est venu me rejoindre en, je ne sais pas quand, 56 ou 7, enfin, je veux dire que, pour justifier le titre, on a décrété qu'on va faire une plage dans la rue. Alors, avec la ville de Paris, ils nous ont apporté du sable, on a fait une petite plage devant la maison, et tout le bureau s'est installé avec les appareils de téléphone, les tables de travail, les ordinateurs. Bon. Donc, les plages, c'était un titre justifié. C'était aussi que la plage représente pour moi un magnifique paysage mental. Je suis toujours impressionnée comme cet endroit, ce lieu rassemble des éléments importants. Le ciel, l'air, la mer, l'eau et la terre, le sable. Donc, comment tous les éléments du monde sont là. Et comme j'avais très été impressionnée dans ma jeunesse par un philosophe qui s'appelait Bachelard, dont j'ai écouté les cours, mais il avait fait un peu la psychanalyse des éléments. Il a écrit de très beaux livres sur ces éléments-là. Alors, l'air et les songes, la mer et les rêves, l'eau et les rêves, pardon, la terre et les rêveries du repos, et même la terre et les rêveries de la volonté. C'est-à-dire une façon de réfléchir comment notre vie intérieure est en partie liée à ces grands éléments du ciel, de l'eau, la mer et la terre. Et je pense que c'est pour ça que j'aime tant être à la plage. Et je parle pas du sport, ni de nager, ni de faire du surf, ni de bateau. Juste le paysage même de la plage, en tant que tel. Et même pas avec beaucoup de vagues, avec juste la paix de ce paysage à 3 éléments. Ça compte beaucoup dans ma vie, ça compte beaucoup dans une image mentale dont j'ai besoin et qui me... C'est même pas qu'elle me calme. D'une certaine façon, ça m'excite de penser que je suis au milieu d'éléments si importants, si essentiels. Je ne sais pas si on peut dire ça. Et donc, le titre Les plages d'Agnès, ça compte beaucoup pour moi. Mais ça m'a permis un peu de raconter, alors justement, mon enfance dans les plages belges. J'avais mis des petites photos de mon enfance dans le sable. J'avais essayé même de reconstituer 1 ou 2 moments que j'ai aimés. Et c'est d'ailleurs sur le sable que j'ai écrit, que j'ai changé mon prénom de naissance, qui était Arlette, je l'ai changé en Agnès. C'est-à-dire déjà une volonté d'être indépendante, de faire moi-même des choix. Et peut-être, j'en ai fait un peu trop, qui étaient peut-être antisociaux ou antisympathiques. Mais choisir et garder une sorte d'indépendance d'esprit, ça fait partie non seulement de mon caractère, mais aussi du féminisme, parce que c'était clair que nous avons vécu dans un monde dirigé par les hommes. Quand vous pensez que les femmes en France n'avaient pas le droit de vote, elles l'ont eu en 1944, quand j'avais 16 ans. C'est-à-dire que toutes ces femmes qui avaient travaillé pendant la guerre, qui avaient gardé le pays pendant que les hommes étaient à la guerre, elles n'avaient pas le droit de vote. Alors, c'est-à-dire, on vient de loin. Les femmes n'avaient pas de droit. Moi, quand j'étais jeune, on ne pouvait pas ouvrir un compte en banque toute seule. Alors, toutes ces choses-là, on vient de loin. Les femmes subissaient les bébés et les enfants sans discuter, les violences, toutes sortes de violences. Donc, maintenant, je vois, il y a des crises récemment sur le harcèlement sexuel et ça, mais je veux dire, la domination qui a été la base de tout, la domination et le pouvoir qui ont été la base de grands malheurs, j'ai fait partie des gens qui ont réfléchi à ça, qui ont milité pour ça, pour qu'il y ait un peu plus de justice. Ça va doucement. Parce que les femmes, par exemple, dans les endroits où elles sont payées, elles font le même travail que les hommes, elles sont un peu moins payées. Tout ça n'est pas encore au point. Mais quand même, elles ont pris un peu d'autonomie, les rapports entre les hommes et les femmes. Et tout ça changera si les hommes veulent bien changer. C'est-à-dire que les femmes ne peuvent pas faire le changement de la société si les hommes ne le font pas avec elles. Donc, effectivement, j'ai vu quand même des médecins militants, j'ai vu des gens militants, des hommes qui ont changé de comportement dans la maison, changé de comportement avec les enfants.
on a vu changer les choses, mais dans la masse, la grande masse générale, la majorité, les idées anciennes sont bien installées, domination masculine et relative subordination des femmes. Donc, je lutte contre ça de bon cœur et joyeusement. C'est comme j'avais dit, j'avais fait un film féministe, il était très joyeux. Je pense que l'humour et la bonne humeur sont tout à fait actifs pour toutes les choses qu'on veut défendre. Et pour le cinéma aussi, parce que moi, j'aime beaucoup tourner. Et même dans des films aussi tristes que Sans-toi ni loi, une de tes collègues, là, elle disait qu'elle aimait beaucoup le film et qu'il était aimé ici en Amérique. Et c'est un film dur sur la liberté. Cette Mona toute seule avec son sac à dos, révoltée complètement contre tout le monde. Et une femme qui essaie de l'aider, qui est une spécialiste d'arbres. On sait que certains arbres sont en train de mourir. On se pose la question, est-ce qu'il faut s'occuper des arbres ou il faut s'occuper des gens? Et cette femme qui essaie de l'aider, l'aide un peu, mais pas beaucoup. Donc, tous ces sujets qui me passionnent, ben, c'est sûr qu'il faut les traiter avec relativement une bonne humeur, pendant qu'on tourne en tout cas. Alors, l'équipe qui tournait ce film très triste, très dur, on s'entendait bien, on riait beaucoup. C'est tout à fait le paradoxe du bonheur de faire ce métier avec des équipes qu'on aime, même si on filme des trucs dramatiques. C'est compliqué, c'est assez compliqué parce qu'on est tous complexes, on est tous multiples un peu. Et on veut en même temps quelque chose et son contraire. Ça fait partie de la nature humaine, je crois. Pour revenir aux plages d'Agnès, est-ce que tu peux me parler de la manière dont tu as reconstitué certains moments de ta vie pour le film? Dans les plages d'Agnès, j'essayais de raconter des choses. Mais je racontais aussi des petits détails qui m'avaient beaucoup impressionnée. Par exemple, quand j'étais petite fille, sur les plages belges, on ramassait des coquillages et on fabriquait des fleurs en papier crépon. Et il y avait un trafic, on achetait des fleurs avec des coquillages. On vendait des fleurs contre des coquillages. Je ne sais pas pourquoi ce souvenir-là, j'ai voulu le faire en vrai. Et nous avons pris des petites filles, on a refait des fleurs en papier, on a échangé des coquillages. Pourquoi ce morceau-là, j'ai voulu reconstituer? Je ne sais pas. Mais j'ai aussi voulu faire quelque chose de fantaisie, parce que je me rends compte qu'on veut traiter un sujet, mais qu'il faut se donner le droit de la digression. C'est-à-dire faire un petit écart, faire une petite danse par-ci, par-là. Et j'avais un désir depuis toujours. J'aime le cirque. J'ai toujours été au cirque quand j'étais jeune. Et j'aime les acrobates, les voltigeurs. Et je me disais, on les voit toujours sur ces toiles de cirque. Ce serait beau si on les voyait sur la mer, sur fond de mer. Et j'ai obtenu de la production qu'on fasse venir une troupe de cirque qui a installé tout son trapèze pendant 2 jours. Et puis, si on voulait les filmer, comme ça, on allait les voir dans le ciel. Donc, on a construit une tour pour être à la bonne hauteur. Et je peux dire, je me suis payé le luxe de filmer des voltigeurs sur fond de mer, comme des poissons volants. Est-ce que ça racontait ma vie? Peut-être pas, mais ça racontait le droit à la rêverie, le droit à comprendre la réalité, mais l'échapper tout le temps. Le daydream, je ne sais pas comment ça s'appelle comme ça, mais la petite rêverie inutile au scénario, inutile à la construction du film, mais qui fait plaisir, une petite bulle. Parce qu'on n'est pas là au service non plus du film, on n'est pas au service du scénario. Pour moi, un scénario, c'est une base, mais on doit pouvoir un petit peu danser à côté, à droite et à gauche. Donc c'est comme ça, par exemple, ces acrobates, c'est vraiment un caprice de plaisir. Mais ce que j'ai essayé quand même de raconter, c'est ce passage d'une vie à l'autre, du documentaire à la fiction. Et ce plaisir d'élever des enfants dans ce milieu où on est du côté de l'art plutôt qu'autre chose. Je dois dire que j'ai été heureuse que mes enfants choisissent des professions qui me font plaisir. Ma fille a fait des décors d'opéra et de costumes pour des théâtres. Mathieu est devenu acteur et réalisateur. Et je me suis dit, mon Dieu, s'ils avaient choisi de travailler dans des banques, j'aurais peut-être pas aimé ça. Enfin, c'est pas mon problème, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, mais je suis très heureuse qu'on pense que la culture et l'art ont du sens dans la vie et nourrissent notre esprit. Et on essaye, si on peut gagner sa vie avec ça, c'est bien. Mais si on peut être
du côté des gens qui pensent un peu, qui rêvent un peu, qui créent un peu, moi, je trouve qu'on est quand même plus heureux. Or, on voit bien que le monde va mal. Le monde est en catastrophe. Je ne parle même pas du problème climatique, je ne parle même pas de la misère, j'en parle justement des migrants, cette énorme migration mondiale qui existe en ce moment et qui a des épisodes dramatiques, tous ces gens qui se noient en essayant d'avoir une meilleure vie, de prendre un bateau qui ne tient pas debout. Enfin, on est dans un monde où il y a beaucoup, beaucoup de malheur. Et quelquefois, je me dis, et particulièrement dans le dernier film que j'ai co-dirigé avec JR, on a pensé à tout ça. Tout ça, il y a eu des attentats pendant qu'on tournait. Et on a réfléchi, est-ce qu'on doit mettre une couche de plus de malheur? Est-ce qu'on doit ajouter encore des informations dramatiques et même partager ce drame du monde? Et on a décidé que non. On a décidé qu'on allait plutôt parler des gens entre eux. Est-ce qu'on peut communiquer avec eux? Est-ce qu'on peut les faire connaître? Est-ce qu'on peut s'approcher de gens qui n'ont aucun pouvoir, aucune notoriété, qui font leur travail là où ils sont? Est-ce qu'on peut les faire parler, partager avec eux, avoir une conversation et surtout les mettre en lumière des deux façons qui sont d'abord de les écouter et ensuite, avec ce talent de JR, de faire des images énormes, de mettre sur les murs. Alors là, oh là là, j'ai le facteur, là. Oh là là, j'ai le facteur. Alors, le facteur que je connaissais, vous allez voir, il va remplir tout l'écran, le facteur. Je ne sais même pas si vous pouvez le voir avec la caméra. Alors, ce facteur géant, voilà, c'était une façon de dire, un facteur dans un village, c'est important. Il apporte les lettres, mais tout d'un coup, ça devenait un héros, celui qui fait le partage, celui qui va d'une personne à l'autre. Et cette idée-là, que JR, avec son imagination graphique, on allait faire quelque chose qui mettrait encore plus les gens en valeur. Et on a eu plusieurs expériences, à plusieurs circonstances, où on avait l'impression qu'on était très heureux de se rencontrer, malgré notre grand différence d'âge. On pensait que travailler ensemble, c'était aussi quelque chose d'important dans la société, dans une société qui refuse la vieillesse, qui refuse de vieillir, qu'on pouvait mettre comme ça ma vieillesse avec sa jeunesse, tout à fait normalement en co-travail, et qu'on s'amusait beaucoup, et qu'on essayait vraiment que les gens soient contents de nous voir, et que les spectateurs soient contents de rencontrer le facteur, l'ouvrier d'usine, le paysan, une dame qui raconte ses souvenirs, et encore une fois, un petit couplet féministe, parce qu'on avait rencontré des dockers, très, très costauds, très virils, très machos, j'allais dire. Et on a dit, mais non, on veut surtout voir vos femmes. Et toutes les femmes, les 3 femmes des dockers ont été mises à l'honneur. On a fait des grandes statues avec elles. Donc, mes idées, les idées de JR, étaient bien conformes à ce désir de faire un film de partage. Et, par exemple, dans un monde qui est tellement marqué par la politique, nous n'avons jamais demandé aux gens pour qui ils votaient. On s'est dit peut-être qu'on peut faire juste une rencontre d'une personne avec une personne. Et c'est ce qui se passe dans le film. Et ça crée, avec le public, une espèce de tendresse, une empathie générale. Parce que vraiment, les gens nous ont ouvert leurs portes parce qu'on ne leur demandait pas, parce qu'on n'avait rien à leur vendre, évidemment. On n'avait rien rien de particulier, sinon, est-ce qu'on peut se rencontrer? Est-ce qu'on peut parler? Est-ce que vous avez envie de raconter des choses? Et ça s'est passé très, très bien. On a mis beaucoup de temps, on a eu beaucoup de patience avec eux. Et JR, avec son équipe et son camion magique, on faisait des petits miracles dans les villages. On a été heureux de faire ce film. Et pour le moment, il est très bien reçu comme, comme tendre la main, comme dire on est bien. Et pourtant, on sait que le monde va mal. Mais pourquoi pas se donner une pause de sympathie, de plaisir, de sourire, même si tout ce qu'on raconte n'est pas très drôle. Donc, c'est ce film que je ne croyais pas faire, parce que je pensais que j'allais m'arrêter avec les plages d'Agnès, que ça va bien. Puis, entre-temps, je ne me suis pas arrêtée, parce que j'ai fait quelque chose qui s'appelle de ci, de là. Je suis partie avec une petite caméra, mais alors vraiment petite, comme ça, une petite Sony. Et je filmais tout.
Je filmais quand j'étais dans l'avion, je filmais quand je rencontrais des gens. Et comme je voyageais avec le film Les plages d'Agnès, et quelquefois j'allais moi-même, j'ai été partout en Russie, au Brésil, au Mexique. Et quand je pouvais, je rencontrais un artiste. J'ai continué à aimer les artistes. Et j'ai passé, dans chacun des 5 épisodes, un bon moment avec des grands artistes comme Boltanski, comme Soulages, ou Pierrick Sorin, ou Annette Messager. Et chaque fois, ou même des peintures anciennes que j'aime tant du XVe siècle, que j'ai été filmée à Francfort. Et chaque fois en me disant, on peut pas faire autrement que dans ma propre vie que de mélanger l'art et la vie. Mélanger les prises de vue d'une Mexicaine qui raconte comment elle fait la sauce, et puis un musée où il y a des œuvres contemporaines. Parce que je ne peux pas arriver à penser que tout est cloisonné. Je vous ai parlé de réconciliation. Je pense que cette idée que dans notre propre vie, on a des aspirations diverses et on est inspiré par des choses. Alors maintenant, comme j'ai mal aux yeux, je lis presque plus depuis plusieurs années, mais je continue à aimer les arts et je me rends compte, quand j'arrive à Los Angeles, je me précipite à voir 1 ou 2 musées parce qu'ils sont ici et ça me fait grand plaisir, plus que n'importe quoi. Et en même temps, voir des films, rencontrer des cinéastes. On a de la chance, si vous voulez, que notre travail ne consiste pas à compter des sous et à en trouver. On n'en trouve pas beaucoup, mais on ne s'en occupe pas beaucoup non plus. J'ai aussi une chance. Alors j'ai une chance, justement, avec mes enfants, parce que, justement, quand j'ai dit qu'ils travaillent dans des métiers que j'aime, Mathieu, mon fils, que j'avais fait tourner quand il avait 9 ans, quand il avait 14 ans. Il a fait, par exemple, un film qu'il a tourné ici, à Los Angeles, qui s'appelle Americano, que j'ai trouvé un très, très beau film, dans lequel il a récupéré des plans qu'il avait tournés avec moi, et dans lequel il a, s'il faut dire, ouvert son âme, ouvert son esprit. Je fais un très beau film, qui n'a pas marché, mais dont il peut être fier, dont je suis fière. Et ma fille Rosalie, qui a arrêté de faire des costumes, et qui s'est dédiée à la production. Parce que dans notre production, Ciné Tamaris, qu'on a maintenue pendant des années, on a quand même pris la décision de faire les restaurations de films. On a commencé par tous les films de Jacques Demy qui ont été restaurés. Et il fallait trouver l'argent, trouver les techniques pour qu'ils soient conservés. C'était un grand... Et moi, j'ai eu la chance que la fondation Film Foundation de Scorsese a décidé de m'aider. D'ailleurs, c'est pour ça, là, de m'aider pour les films que j'ai faits en Californie. Alors, Yanko, Black Panthers, Lions Love, Murmure et documentaire, and a motion picture. Ils ont pris la décision de les rénover. Alors, ils ont payé la rénovation. On a fallu aller au laboratoire de Bologne, qu'ils avaient choisi et qui est très bien. Et pour les autres films miens, on s'est fait aider en France. Donc, Rosalie a pris en main cette chose qui est très importante. Et puis, tout d'un coup, elle a dit qu'elle allait produire. Et elle a produit, justement, Visage Village, avec non seulement beaucoup d'énergie, mais en tenant compte que je ne peux pas tourner comme avant. Donc, on tournait 1 semaine par mois. Parce qu'au bout d'1 semaine, je suis trop fatiguée. 1 semaine par mois, et puis on cherchait des autres idées, on repartait tourner. Donc, on a tourné pendant 18 mois, chaque fois 1 semaine, avec quelquefois des opérateurs différents, parce qu'on ne pouvait pas garder tout le monde sous la main. dont d'ailleurs un des parties a été tourné par mon petit-fils, qui est devenu directeur de photographie et qui a appris d'ailleurs à EFI, ici à Los Angeles. Donc, tout ce mouvement de vie et de cinéma en même temps, je dois dire que j'ai beaucoup de chance. Vieillir comme ça, c'est magnifique parce que je continue à travailler. Évidemment, je suis aidée, soutenue. Ça compte énormément. Mais quel bonheur de vieillir comme ça et de ne pas être tout seul, abandonné devant la télé ou tout à fait malade. Je me dis qu'évidemment, je n'ai pas l'intention de vivre très longtemps, mais ce que je vis est tout à fait un privilège. Parce que là, j'ai 89 ans, quoi. C'est quand même déjà passé. Et je suis là. Tout le monde me dit que tout va bien. Et on me reçoit, on dit qu'on aime mes films. Alors, tout ça est relativement, il faut prendre relatif.
Il y a tellement de beaux films qui sont faits et tellement de films impressionnants ou nouveaux. Il y a des gens qui attaquent des nouvelles façons. Justement, on a parlé d'Inaritu qui a fait ce spectacle virtuel extraordinaire après avoir fait des très beaux films. Donc, il y a des chercheurs, il y a des gens qui voient qu'est-ce qu'on peut faire avec le cinéma, qu'est-ce qu'on peut faire avec les images, les sons. Est-ce qu'on peut encore trouver à toucher les gens, à les émotionner autrement que dans les méthodes des années 40 ou 50. Donc, c'est quand même un métier magnifique. Et il y a quand même beaucoup d'artistes qui, certains ont du succès et d'autres n'en ont pas. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre et qui font aussi du travail pour le cinéma, pour les arts. Donc, je pense qu'on a de la chance d'être obsédé par ça plutôt que par des choses, sans intérêt pour moi. Donc là, on a fini de parler des films. J'aimerais bien qu'on parle maintenant de l'art et du métier de réalisateur. Et j'aimerais bien avoir quelques réflexions de ta part sur le travail en fait, de réalisateur. Alors, est-ce que tu peux me définir et expliquer exactement ce que c'est que la ciné-écriture? Alors, j'ai employé cette expression, la ciné-écriture, parce que j'étais très frappée. Quand les gens avaient vu un film, ils disaient c'est bien écrit parce qu'ils parlaient du dialogue, qui sont quelquefois bien écrits. Et le cinéma, ce n'est pas le dialogue. Ce n'est même pas seulement l'idée ou le scénario, comment il est écrit. Il y a des scénarios très bien écrits, on décrit le salon, le truc. Bon, le scénario, c'est une étape intermédiaire. Alors pour moi, un film bien écrit, c'est un film où les choix ont été faits à tous les niveaux. Alors, est-ce qu'on tourne... Bon, d'abord, est-ce qu'on fait un documentaire ou une fiction? Est-ce qu'on les mélange? Est-ce qu'on tourne en noir et blanc ou en couleur? Est-ce qu'on prend des caméras légères ou des matériels? Est-ce qu'on fait des plans fixes comme au zoo ou des grands travelling comme Godard? Est-ce qu'on décide qu'on veut des acteurs ou des non-professionnels? Donc, il y a une série de choix. Et quand on arrive sur le tournage, où est-ce qu'on met la caméra? C'est déjà une écriture. On travaille ça avec le directeur de photographie, mais on a une idée là-dessus. On décide, on fait des plans. Il y a des films faits très gros plans. Il y a des films faits avec tout le temps ça bouge. Je me rappelle Rossellini, il disait le zoom, il faut tout le temps bouger un petit peu pour que le film vive. D'autres, ils disent il faut faire des... Alors, tous ces choix-là, en cours de film, et surtout le montage. Parce qu'au montage, c'est là où on construit tout à fait sur la base choisie comme construction. On choisit vraiment comment ça va être raconté. Et suivant qu'on fait un montage, toutes sortes de montages, rapide par rapide, lent, etc., on construit vraiment. Et on choisit la musique. Et on choisit le mixage. Pour moi, quand tout ça est fini, le film est cinécrit. C'est pour ça que j'ai dit c'est l'écriture, pour vraiment l'opposer au dialogue, parce que ça comprend aussi, par exemple, le commentaire. Moi, j'aime bien faire des commentaires sur les documentaires. Non pas que les gens ne sont pas capables de comprendre, mais c'est proposer des petites pistes de lecture, proposer une façon de regarder, faire une petite remarque, faire un sourire à un personnage. Tout ça rentre dans le commentaire, qui est aussi un choix et qui est aussi une écriture. Donc, j'ai commencé à utiliser ce mot. Et puis, voilà, pourquoi pas? Parce que vraiment, le cinéma, c'est une création. C'est pas une série de techniques, c'est une création. Il y a quand même une personne, celui qui signe le film ou celle qui filme le film, qui est responsable de tout ça. Et même très bien aidé par l'image, très bien aidé par un monteur ou très bien aidé par un musicien, compositeur. Il y a un moment donné, il y a une personne qui a la conception du film entière, la conception du projet, et c'est la mise en scène. Très bien. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ton approche de cinéaste change quand tu travailles sur des documentaires? Quand on a fait une fiction, qu'on l'a écrite, on a quand même le désir de projeter ça, de le réaliser, et on dirait qu'il y a un peu d'ego là-dedans, parce que c'est ce qu'on a pensé, c'est ce qu'on a imaginé. Mais quand on fait un documentaire, on est au service du sujet. Bien sûr, on a des pensées, particulièrement quand on les exprime dans les commentaires, mais la différence, c'est que le documentaire est une école de modestie. On est vraiment obligé de penser que ce qui compte, ce sont les gens. Et quand on est, je l'ai déjà dit, quand on est remercié pour un documentaire, il faut toujours dire, mais vous remerciez ceux qu'on a filmés, ceux qu'on vous a fait connaître. Et c'est bien, parce que ça nous remet un petit peu
au calme, là. Quand on se croit un peu doué, on se rend compte que c'est souvent le hasard qui fait qu'on tombe sur des gens qui disent des choses importantes, des choses belles, des choses qui sont que le public aime entendre ou découvre. Beaucoup de choses que nous découvrons nous-mêmes quand on fait les documentaires. Donc, c'est ça la différence. Ça remet la tête en place, ça fait du bien. Très bien. Est-ce que tu peux me dire comment tu choisis tes acteurs? Qu'est-ce que tu recherches? Alors, les acteurs, j'ai très peu de rapport avec les acteurs. Je crois qu'ils m'intimident, d'ailleurs. Parce que, bon, les acteurs que j'ai pris pour La Pointe Courte, c'est parce qu'ils voulaient bien le faire. Et j'ai été terrible pour eux parce que je ne voulais pas qu'ils soient acteurs, je voulais qu'ils soient comme des modèles. Je voulais qu'ils disent le texte comme si c'était un commentaire. Je ne voulais pas de perspective sonore. Je voulais qu'ils parlent comme s'ils étaient près du micro, même quand ils étaient là-bas. Donc je sais que Philippe Noiret n'a pas été très heureux de ça. Ensuite, évidemment, j'ai eu de la chance pour Cléo de Saint-Cassette ou pour Saint-Antoine Hillois de trouver là 2 actrices formidables. J'ai fait aussi 2 films avec Jane Birkin qui étaient si naturelles, si variées, si charmantes, si pleines de poésie. Et puis les hommes avec qui j'ai tourné, alors Piccoli par exemple pour Les 101 nuits, c'est un créateur, c'est un homme imposant bien sûr. Et j'ai déjà parlé de Jean-Claude Roux pour Le Bonheur. Mais mon rapport avec eux, c'est qu'en fait, ils m'intimident les acteurs. Donc j'essaye de les mettre dans la situation, j'essaye de les imbiber des circonstances, du comportement, mais je ne sais pas très bien, j'ai pas idée qu'il faut leur dire psychologiquement, tu devrais exprimer ça ou ça. J'ai peur de ça, c'est pour ça que j'ai tourné très peu de fiction, parce que je vois les acteurs, le talent qu'ils ont, on peut des fois juste leur dire, vas-y, fais ce que tu veux, mais enfin, il faut quand même tenir le film. Donc je suis partagée entre l'admiration que j'ai pour eux et ma timidité envers eux. Donc j'ai assez peu tourné avec des acteurs, je dois dire. Est-ce que tu penses que tu pourrais décrire l'essence de ton style cinématographique? Je ne sais pas si j'ai un style. Je sais que j'ai un désir de cinéma qui passe par utiliser les images et le son d'une façon réelle. C'est-à-dire de vraiment se poser, est-ce qu'il y a une essence du cinéma? Je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a une texture du cinéma, spécialement du cinéma documentaire? Est-ce qu'on peut attraper quelque chose qui est la création du cinéma en partant de la vie, ce que j'ai appelé la vie réinventée? C'est-à-dire, pour moi, un documentaire n'est pas juste plat. Un documentaire, c'est pas le documentaire idéal, tu le mets la caméra là, tu en mets une dans l'autre sens et tu les laisses tourner pendant 48 heures. Et dans un sens, c'est pour ça que je dis qu'Andy Warhol a été très important, parce qu'Andy Warhol a dit, allez, on laisse le temps, on essaie de l'attraper dans sa durée. Et on a de l'autre côté, par exemple, Ozu, qui pensait qu'un plan fixe, pris d'en bas, et qu'on laisse tourner, va reconstituer la vie, l'espace de la vie, le silence. C'est-à-dire, beaucoup de recherches ont été faites qui interprètent par le cinéma ce qu'on comprend. Donc, moi, je ne sais pas si j'ai fait une seule chose. J'ai essayé chaque fois de me dire, est-ce que je peux réfléchir à une forme ou qui corresponde à ce que je veux dire? J'ai raconté le montage d'Onyanko où je suis tellement exubérante que le montage est tout à fait fou. Ou bien, justement, dans Lines, Love and Lies, de gens qui étaient un peu, les hippies qui étaient un peu branchés, qui étaient un peu stone, qui étaient un peu, franchement, pas dans leur état de psychologie normale. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre ça? Et en même temps, est-ce qu'on peut essayer, avec mes propres valeurs, de raconter quelque chose où je ne trahisse pas? Par exemple, moi, je n'ai jamais fait des films où les femmes sont méprisées, où les femmes sont exploitées, où on exploite leur corps. Bon, et Dieu sait qu'on sait que dans la vie réelle, le désir existe, le désir des corps existe, tout ça apparaît dans les films, mais la représentation, ce sont des choix aussi. Et par exemple, il y a tellement de films où je dirais qu'on choisit les zones érotiques du corps. Et c'est quelque chose que je ne trouve pas bien. Je pense que c'est beau de comprendre qu'un corps est entier, un corps de femme ou un corps d'homme est entier. Donc, ce sont des réflexions que j'ai, mais je n'ai pas eu l'occasion.
j'ai jamais fait des films où j'ai vraiment l'occasion de réfléchir à ce problème. Je me souviens avoir fait un film où il y avait une séparation et j'avais filmé le corps de la femme nue, toute seule, et le corps d'un homme nu, tout seul, comme si on pouvait raconter simplement ça en montrant qu'ils n'étaient pas ensemble et pas faire une scène de corps où on se déchire, on s'éloigne. C'est-à-dire essayer de trouver des formes quelquefois un peu symboliques, un peu métaphoriques de ce qu'on veut raconter, pour voir si ce petit décalage est quand même sensible pour du public qui est habitué à ce qu'on lui explique tout. On lui explique ABC, on lui dit tu dois comprendre que ça devient D. Sauf quelques cinéastes exceptionnels qui restent un peu mystérieux. Un de mes maîtres, je n'ai pas appris chez lui, mais c'est un maître, c'est Buñuel. Buñuel qui raconte de façon, d'abord dans ses premiers films surréalistes, mais qui raconte de façon tellement originale son mépris pour la bourgeoisie et son désir de raconter des histoires extravagantes. Le film qui s'appelle « Le charme discret de la bourgeoisie » est une extraordinaire invention. Et puis tu as les cinéastes qui ont su travailler dans la finesse et la douleur. Cassavetes, pour moi, est un extraordinaire metteur en scène. Avec Gina Hollands, ils ont fait des films tellement beaux, tellement importants. Comment s'appelle ce film où elle est pas très bien Woman Under the Influence. Voilà, La femme sous influence, qui est un film essentiel pour comprendre les milieux, la difficulté de la psychologie et tout ça. Donc il y a des films magnifiques qui ont été faits. Et moi, j'aime l'exubérance de Fellini, plein de fantaisie, qui attrapait la vie comme ça, à plein. Alors, bien sûr, et tant de cinéastes qui nous ont appris. Quand on était jeune, par exemple, Bergman était à la mode. C'était la psychologie à outrance. Bon, je ne sais pas que j'aime beaucoup ça, mais c'était très important, ce travail qu'il avait fait. Et puis après, on a eu des cinéastes d'autres pays. Et alors, c'est beau, parce que le cinéma, c'est vraiment un beau langage. Et il y a des films qui m'intéressent vraiment pas du tout. J'aime pas tellement voir un film où on traverse l'espace, on m'explique qu'on a fabriqué quelque chose. C'est très bien de faire Gravity, mais je sais pas, je m'en fiche au fond, ça m'est égal. Mais dès qu'il y a quelque chose qui nous ou qui nous donne, qui nous font souffrir de la vie, ou qui nous réconcilient, ou qui nous font comprendre les gens, et surtout qui nous font comprendre des émotions qu'on n'aurait pas eues si on n'avait pas vu le film. Et c'est vrai que le cinéma est une proposition non pas de vivre, mais d'apprendre des émotions, de comprendre des choses qu'on ne comprenait pas. Au fond, d'ouvrir un peu l'esprit, d'ouvrir un peu le cœur, et puis de s'amuser. Parce que si on observe les films et si on a un peu d'humour, je pense que... Et si on peut avoir de l'humour aussi dans les textes, je pense que les gens aiment bien ça, quoi. C'est pas des monuments, c'est quand même des éléments vivants. C'est un peu organique, un film. J'aimerais bien que tu me parles un petit peu du rôle des festivals dans la circulation et les succès de tes films. Ah oui, je pense que les festivals sont très importants pour les cinéastes, j'allais dire, marginaux ou cinéastes de recherche, parce que c'est une occasion de montrer des films à des gens du monde entier. Et ce qui veut dire que peut-être, sans les festivals, les films resteraient inconnus. Et moi, j'ai eu la chance d'être invitée dans énormément de festivals dans le monde. Et j'y suis allée quelquefois, pas allée, mais il y a des fois des festivals extraordinaires quand, en haut de la Laponie, le festival a lieu juste dans un petit village où les gens arrivent en motocyclette, ils se mettent dans leur sac de couchage. J'ai vu des choses extraordinaires. Et puis des festivals beaucoup plus prestigieux, évidemment, comme Chicago, comme New York. Mais la vérité, c'est qu'on a envie de montrer les films. On a envie absolument de partager. Et d'abord, il faut être vu par ceux de la profession. Ce sont les gens dans les festivals. Ensuite, le rêve, c'est d'avoir un distributeur et d'être vu par tout le monde. Donc, voilà, j'ai de la chance d'être invitée aussi pour des spéciales, des rétrospectives de mes films, tout d'un coup dans une ville d'Espagne ou au Danemark, ou une fois à Göteborg, on m'a invité, on a montré tous mes films. Alors, je suis surprise, ça me fait plaisir, parce qu'on travaille aussi pour que les gens voient les films. En plus,
on veut que les gens voient les films. Je crois qu'on doit dire honnêtement qu'on veut être aimé. Comme tout le monde, on veut plaire, on veut que les autres plaisent. C'est une façon qui m'impressionne beaucoup, c'est que quelquefois, je crois que les gens comprennent ce qu'il y a dans les films. Parce que quelquefois, on m'arrête dans la rue, on me dit pas bravo, on me dit merci. Et ça, c'est ce qui me touche le plus. Ça veut dire que certains films sont rentrés dans la conscience ou l'inconscience des spectateurs. Et certains de mes films sont restés stagnés dans leur tête ou dans leur mémoire. Or, il y a tellement de cinéastes, il y a tellement de belles œuvres qu'on est récompensé quand on a l'impression qu'on a été observé, retenu. Mais je ne peux pas dire, on ne sait pas très bien. Donc moi je crois qu'il faut travailler en croyant à cette force du cinéma, cette énergie du cinéma et cette délicatesse du cinéma. Et moi je continue là-dedans. Il y a des quantités de films magnifiques que je suis incapable de faire et que je n'ai pas envie de faire non plus et qu'on ne me propose pas. Mais dans mon petit sillon, dans mon petit chemin, je tiens absolument à garder ce rapport d'intégrité. Par exemple, je sais que beaucoup de cinéastes, même très connus, le font. Moi, je ne fais pas de publicité. Et on gagne beaucoup plus si on fait des publicités. Mais je ne veux pas vendre des cosmétiques, je ne veux pas vendre des voitures. Je veux essayer de faire seulement du cinéma. Et quelquefois du cinéma un peu engagé, ou quelquefois, je me rappelle, j'ai fait un tract féministe en 1980 pour dénoncer que le corps des femmes était utilisé dans les publicités. Ou bien pour dire que les femmes avaient le droit non seulement de choisir d'avoir des enfants, mais aussi le droit de ne pas vouloir d'enfants. Qu'il y avait une pression de la société que c'était important d'être une mère. Et ça, c'est chacun qui doit le choisir. Donc, j'ai fait un petit film de 7 minutes. Après, d'autres fois, j'ai fait un travail aussi sur les justes. Tu sais, pendant la guerre, il y a des gens, en France en tout cas, qui ont caché des juifs. Et c'était dangereux parce qu'ils ont été quelquefois tués pour ça. Qui ont caché des juifs, qui les ont aidés. Et on les a appelés les justes. Et j'ai fait un petit film comme ça, pour une commémoration. Et j'ai été dans la région où il y en avait beaucoup, dans la Drôme, et j'ai tourné une reconstitution de ce moment de guerre qui était terrible, avec des juifs qui partaient, qui se cachaient. C'est-à-dire des films, des petits morceaux de films, sans beaucoup d'importance, sans beaucoup de même, qui n'ont pas été beaucoup montrés, mais de sujets qui me semblaient qui étaient dans ma propre vie, puisque j'avais connu la guerre, mais je n'avais pas connu de façon directe, parce que dans ma famille, ils n'étaient pas juifs. Mais le malheur des juifs nous est tombé dessus comme une horreur. Et quelquefois, juste d'en parler un petit peu, des années après, c'est avoir conscience qu'on est dans ce siècle où tout ça est arrivé. Et bon, on ne peut pas dire que ça aille beaucoup mieux. Alors, tu as reçu des prix d'honneur de la part du Festival de Cannes, des Césars et maintenant des Oscars. Est-ce que tu peux me décrire ce que ça te fait d'être la seule femme à avoir été récompensée de la sorte par ces organisations? C'est-à-dire cette histoire de seule femme, on me l'a beaucoup dit parce qu'au moment qu'on a appelé la nouvelle vague, j'étais la seule. Et moi, on me demandait comment ça me faisait d'être parmi ces hommes. Moi, ça n'a pas été mon problème. Mon problème, c'était de faire du cinéma radical. Mon problème, c'était de m'instituer comme cinéaste et pas comme femme cinéaste. Mais j'ai beaucoup revendiqué d'être une femme et j'ai beaucoup poussé les femmes à rentrer dans le cinéma. En leur disant, mais rentrez, soyez technicienne, apprenez le son, l'image. Maintenant, en France, nous avons beaucoup de DP qui sont des femmes, qui travaillent avec des hommes. Nous avons des directrices de production, des actrices et des réalisatrices. Nous sommes en France le pays, il y a 26% de réalisatrices parmi les réalisateurs. Donc, ça avance beaucoup. Et qu'est-ce que ça m'a fait qu'on me mette un peu seule? C'est parce que j'étais un peu pionnière. Mais maintenant, j'ai été rattrapée par beaucoup de femmes qui ont du talent, qui travaillent. Et quand on dit « je suis la première femme à avoir un palme d'or d'honneur », bon, d'accord, il y a eu Woody Allen, comment il s'appelle l'autre, un grand acteur. Bon, ils ont eu et moi j'ai eu. Eh bien bon, voilà, je l'ai eu. Je l'ai eu comme cinéaste. Alors chaque fois on dit femme. Mais en France, en Amérique, vous avez des femmes qui ont eu des Oscars. Catherine Bigelow et mon amie Lynn Littman, elle a eu un Oscar de court-métrage. Donc, je pense que c'est simplement la lente accession, des femmes à des postes qu'elles n'ont pas eu avant, parce que ça n'existait pas, parce qu'elles n'avaient pas osé. Et j'encourage les femmes à avoir de l'audace. Et vous avez des choses, comme en Amérique, par exemple,
la série Girls de Lena Dunham. C'est tout à fait nouveau, c'est tout à fait excentrique, c'est culotté, c'est féministe, mais d'une façon agressive et drôle. Donc il y a des choses qui se passent, qui secouent un peu les femmes. Mais on peut se demander si dans les banlieues, les femmes qui sont encore à la maison et qui attendent que le mari rentre le soir, ou bien qui font la double journée, la journée de travail plus la journée de faire la cuisine, ça existe encore. Donc l'histoire va très doucement. Je sais que le féminisme, pour ce que je connais depuis des années, ça avance, ça recule un peu, ça avance, ça recule un peu. Mais l'histoire va doucement. Et nous sommes des petites vies. Mais l'histoire est avant nous et après nous. Il y a une image là que j'avais filmée, je ne sais pas si tu le vois. On avait trouvé un homme en bois, qui est une chose, je crois, pour apprendre l'acupuncture. Et c'est devenu une image, je me disais, tu vois, je suis quelquefois à côté de ce monde des hommes. Peut-être que je ne le comprends pas. On est tout le temps en train de se plaindre, mais peut-être qu'on ne comprend pas bien les hommes. Et peut-être qu'ils ne nous comprennent pas bien. Et pourtant, le but, c'est qu'il y ait de la compréhension et de l'amour. Et moi, j'ai eu la chance de vivre avec un homme qui était d'abord un formidable cinéaste, que j'ai connu, que j'ai aimé avant qu'on comprenne qu'il était un cinéaste de talent. Donc, je ne l'ai pas attrapé dans son succès, je l'ai connu avant. Et j'étais très contente de voir que son talent et son succès sont arrivés pendant qu'on vivait ensemble. Et j'étais étonnée comme il travaillait différemment de moi. Il était régulier, il travaillait tous les jours, il s'arrêtait le soir. Et j'avais de la difficulté à comprendre parce que moi, je suis une excessive, une passionnée. Alors moi, je pourrais travailler jour et nuit. Mais il disait, attention, non, on arrête. Le soir, on a une vie à deux, tu ne travailles pas le soir. Et c'était amusant que certaines valeurs de la vie, il les avait peut-être plus que moi. Plus la régularité. La chose qui est belle quand on vit ensemble, c'est qu'il y a une espèce de répétition qui devient comme une chanson. Enfin, moi, j'ai été très frappée. Évidemment, j'ai beaucoup souffert quand on s'est séparés et que la mort nous a séparés, que sa mort nous a séparés. Et j'ai beaucoup pensé à lui, j'ai toujours beaucoup pensé à lui. C'est-à-dire que je ne peux pas l'oublier parce que ça a été une partie tellement importante de ma vie, tellement passionnante, et en même temps, chacun de son côté. Il travaillait dans sa chambre, moi dans la chambre à côté. On ne partageait pas les projets, on n'a jamais travaillé ensemble. Il me faisait lire ses scénarios, je lui faisais lire mes scénarios, mais quand ils étaient finis. C'est-à-dire, on n'a pas du tout mélangé la vie privée, qui pouvait être fusionnelle, et la vie de travail qui était tout à fait indépendante. Ça, c'est étrange, et c'est intéressant. C'est intéressant, je crois. Et puis, j'ai surtout aussi pensé que, de toute façon, même qu'on aime quelqu'un, on ne le comprend pas tout à fait. C'est pour ça que je montre cette image, parce que il ne faut pas croire que les autres, on les comprend. On croit que ce soit les enfants, les amis, et même les enfants qu'on aime, et qu'on écoute et qu'on croit comprendre. Je crois qu'on ne les comprend pas très bien. La facilité de comprendre est peut-être limitée, et c'est quelquefois plus facile de faire un documentaire où on a approché des gens qu'on ne connaissait pas du tout. On a l'impression qu'on a eu le meilleur de ce qu'ils voulaient dire, mais est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il y a avant et après? Donc je pense que on doit rester complètement modeste parce que on est très limité, et pourtant je voudrais être illimitée. J'aimerais être plus intelligente, j'aimerais être plus compréhensive et plus douée. Mais je me dis toujours, je fais avec un espèce de petit matériel, je fais un maximum avec ce que j'ai. Et alors j'ai aimé, par exemple, tu vois, voilà un exemple, cette image du milieu. C'est une photographie que j'ai faite en 1954, sur une plage, une création. Un homme nu qui regarde la mer, un enfant assis et une chèvre morte. J'ai fait cette photographie, je l'ai gardée chez moi. Et 28 ans après, je me suis posé les questions. Et j'ai fait un film qui s'appelle Ulysse, où pendant une demi-heure, j'ai questionné l'image. Qu'est-ce que c'est qu'une image? Alors, de quoi est-elle faite? De gens qui sont là. Alors, on a revu l'homme qui était là, 28 ans après. L'enfant avait grandi. La chèvre était toujours morte. Mais les thèmes qui étaient dans cette image, je les ai écoutés. Après, je me suis dit, mais quand est-ce que j'ai fait cette photographie? Alors, j'ai essayé de retrouver qu'est-ce qui se passait dans le monde ce jour-là, à l'heure où je faisais la photographie. Et après, j'ai commencé à imaginer des métaphores de cette image. Et à la fin, j'ai dit, mais
Qu'est-ce que c'est une image? C'est rien. Quand c'est par terre, c'est rien. Quand on commence à la regarder, elle vit. Quand on commence à l'interpréter, elle vit encore plus. Donc, ce questionnement de l'image pour une photographie, qui est un film qui a été d'ailleurs beaucoup montré dans les universités, il existe pour le cinéma. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est, on représente, mais derrière la représentation, quel est le sens? Comment il peut être compris? Et par qui? Et par quelle culture? Et c'est hélas vrai, par niveau de culture, par niveau de milieu social, d'éducation, on ne voit pas les films de la même façon. Donc il faut qu'on sache qu'on propose quelque chose qui est utilisable à différents niveaux de compréhension. Et quand on dit quand les gens me disent qu'ils aiment mon film, je ne sais pas pourquoi quelquefois, mais ce que je sais, c'est qu'ils l'aiment. Alors, je suis contente parce que je me dis, au fond, j'ai vraiment envie que les gens emmènent les films à voir. Le dernier critique, là, il y en a un qui a dit, je voudrais prendre ce film et le garder avec moi. Ça, c'est un compliment magnifique parce qu'on rentre dans l'imaginaire de la personne, on rentre dans leur petit magasin de souvenirs, d'images. On en a tous. Moi, j'ai des films que j'ai vus, que je n'ai pas oubliés. Et puis, quelquefois, une scène d'un film que je n'ai pas oublié. Et quelquefois, je me rappelle le film et je ne sais plus. Je ne peux pas le raconter. Donc, l'effet du cinéma est assez extraordinaire. Et je ne peux pas dire qu'on travaille avec ça, mais on sait qu'on doit travailler avec ça. Et on doit faire comme ça, avec enthousiasme, le projet jusqu'au bout de ce qu'on veut faire. Et quand j'ai fait Saint-Antoine du Bois, jusqu'au bout, je voulais que ce soit un projet dur, qui n'ait pas l'espérance que ça va s'arranger, que quelqu'un va aider Mona à sortir de sa solitude. Quelquefois, il faut savoir que le sujet est fermé. Et quelquefois, le sujet est ouvert. Est-ce que quelque chose va arriver? Est-ce qu'il y a un petit peu d'espérance de communication? Donc, moi, je me questionne beaucoup, mais je me questionne de façon professionnelle. Ce n'est pas pour être tourmentée. C'est pour dire quel que je peux faire comme travail pour me réconcilier avec le monde et pour que ceux qui voient le film se réconcilient. Et je sais qu'il y a beaucoup de films importants sur des sujets très graves. Et je n'ai pas choisi ça. Je n'ai pas choisi ça. Je vois des films qui sont importants. Et moi, je pense que cette espèce de communication personnelle que j'essaie d'avoir avec chaque personne qui regarde le film, c'est-à-dire, est-ce que cette personne peut comprendre ma réflexion, ma décision, quels moyens j'ai pris et comment je veux atteindre leur plaisir, mais leur réflexion. J'aime bien les films qui font penser. Pas tout de suite, pas des films ennuyeux. Ça peut être des films amusants, mais ils font penser. Et on a besoin de penser, je crois. Très bien. Alors, si tu n'étais pas devenue cinéaste, qu'est-ce que tu aurais fait dans la vie? Ah, j'aurais été chanteuse. Je pense que c'est magnifique d'avoir dans son corps quelque chose qui peut exprimer. J'aurais aimé être chanteuse. Alors, j'ai écrit des paroles de chansons, mais j'ai jamais chanté parce que je ne sais pas chanter. J'ai juste chanté une petite fois, parce que comme j'avais fait un film sur les veuves, et que moi-même j'étais veuve, alors j'avais chanté une petite chanson pour Jacques, mais c'était des paroles de Prévert. Mais je ne sais pas ce que j'aurais fait d'autre. Parce que quand j'ai commencé comme photographe, je ne savais pas que j'allais être cinéaste. Et quand j'ai été cinéaste, je ne savais pas que j'oserais devenir artiste et faire des exhibitions, des expositions avec des choses dans l'espace, avec accrocher des choses. C'est-à-dire que ça n'a pas été organisé. J'ai essayé d'écouter ce qui arrivait naturellement dans mon esprit, dans mon désir de créer et de faire avec ça. Je ne sais pas. Il me semble que si on est un artiste, on ne doit pas planifier. On doit se confier à ce qui arrive, au hasard aussi, et aux influences, aux impressions. Et c'est vrai que, je l'ai déjà dit, tous les peintres, tous les grands peintres m'ont fait du bien. Et je vois une exposition où je vois un beau film et je me sens habitée par quelque chose et envie de faire. Si je vois un film mauvais, je me dis le cinéma c'est dégoûtant. Et si je vois un beau film, je dis ah c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire du beau cinéma. Donc on est tous impressionnables et ça change tout le temps. Moi je ne suis pas carrée, organisée. Je suis fragile, même si j'ai l'air tout à fait déterminée. Je suis déterminée. Mais je pense qu'il faut garder la fragilité. Parce que c'est cette fragilité qui nous permet d'être sensibles et de ne pas fermer la porte à quelque chose qui va
nous être appris, nous être offert. Alors, je reçois des prix dans les festivals. Voilà, maintenant que je suis à Hollywood et qu'on va me donner un Governor Award, évidemment, je suis très impressionnée. Je suis très contente, je suis surprise. Il y a un mélange d'émotions tout à fait différentes, tout en me disant que je ne suis pas dans le système, mais j'y suis quand même. Et c'est ça. Je ne veux pas être dans les choses officielles, mais j'y suis quand même. Alors, quand on dit « la grande dame du cinéma français », j'ai envie de courir et de claquer la porte. Voilà. Il n'y a que quand on dit la dinosaure de la nouvelle vague, j'ai dit ça, j'accepte. Alors, que penses-tu des transformations de la technologie cinématographique? Comment ont-elles affecté ta carrière? Mais j'en ai déjà parlé de ça. Les incroyables changements, déjà au moment de la nouvelle vague, les changements de pellicule, les changements de lumière, les changements de caméra. Moi, je me suis tout de suite adaptée aux caméras. Nous travaillions avant en 35 mm, on avait des copies, mais maintenant les salles ne le veulent plus. Donc, il faut travailler pour faire des DCP qui sont numériques. Et après restauration, on les refait en 35 mm. Donc, c'est un peu compliqué. Il y a surtout des nouveaux objectifs, des nouvelles façons de travailler. Justement, tout ce qui est virtuel, tout ce qui est 3 dimensions, 4 dimensions. Je suis un petit peu timide avec toutes ces nouvelles choses. Mais c'est extraordinaire ce qui arrive. Est-ce que ça va donner du bonheur aux gens? Est-ce que ça va les rendre sensibles et intelligents? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est bien qu'il y ait des chercheurs. C'est bien qu'il y ait des gens. Et Godard, par exemple, que j'ai toujours admiré, parce que ça a été un cinéaste chercheur qui a fait des choses très différentes. Et il a fait des films, quelquefois, les gens n'ont pas été contents de les voir. Mais c'est une personne importante dans le cinéma. Comme j'ai dit qu'Andy Warhol était important. Enfin, l'évolution des arts se fait par étapes, par couches, par surprise. Alors moi, je ne sais pas, je sais que dans le cinéma des femmes, je sais que j'ai encouragé beaucoup de femmes. Beaucoup me disent que je les ai encouragées à travailler, que j'ai été une inspiration, parce qu'elles ont vu que j'étais résistante aux influences, résistante à la facilité. Et donc, je suis contente de faire cet effet-là, parce que les femmes, elles ont besoin de se réveiller. Et moi, si je fais partie des réveils pour les femmes, moi, je suis contente. Alors, comment veux-tu que l'on se souvienne de toi? Depuis que j'ai changé de coiffure et que j'ai choisi de mettre mes cheveux blancs avec un peu de couleur, on va peut-être se souvenir de cette coiffure. Mais tout le monde dit que je suis très petite. Alors on se souviendra de ça aussi. On se souviendra aussi que j'ai beaucoup vieilli parce que je vais avoir bientôt 90 ans. Et ça veut dire qu'il y a plus de 60 ans que je travaille. Quand on a fait mon coffret avec tous mes films dedans, on avait écrit 60 ans de création, 3 kilos, ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ça devient quoi? Tout ce travail-là, ça tient dans une boîte, ça tient dans une vie. Je ne sais pas. Je sais que je suis aimée par mes enfants et quelques amis, donc ils vont se souvenir de moi un petit peu, comme moi je me souviens des gens que j'ai aimés et qui sont morts. Mais comment ça dure? Comment dans une œuvre, elle existe? Je ne sais pas. Je suis entrée un peu dans l'histoire du cinéma français, mais est-ce que je vais rester? Je ne sais pas. Je me pose pas vraiment ces questions, mais je suis frappée que je suis contente d'avoir résisté, voilà. Je pense que je suis une résistante de caractère. Et je me suis pas trop laissée influencer par des choses qui me plaisaient pas. Et je sais pas. C'est comme en bateau, on dit tenir un cap. J'ai essayé de tenir mon cap, de pas couler. Et pourtant, je sais pas bien nager. J'ai fait attention. Mais j'ai considéré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à propos des plages et à propos de certaines images mentales, que on est très aidé si on sort un peu de la réalité, et même si on est conscient de la réalité, si on s'autorise à avoir une espèce de vie mentale qui n'est pas forcément raisonnable, qui n'est pas forcément construite, qui est un peu désordre, si on admet que pas le rêve, mais le rêve éveillé est une façon de vivre qui est peut-être un peu plus agréable que le total réalisme. Je ne sais pas. En tout cas, je suis contente d'avoir tout le temps travaillé avec des images et des sons. C'est-à-dire cinéma, pas cinéma, vidéo, installation, mais création avec images et sons. Et les images me fascinent. Et comme j'ai dit,
la réflexion sur les images est un sujet infini. Je te remercie, Manouchka, d'avoir préparé cet entretien en voyant beaucoup de mes films, en préparant des questions que tu n'as pas toujours énoncées, mais dont nous avions parlé, et d'avoir écouté mes diverses réponses et mes digressions. J'espère que pour ce programme sérieux de l'Académie, j'ai apporté ma petite pierre et tu m'as beaucoup aidé à le faire et je t'en remercie. Moi aussi, je te remercie, Agnès, d'avoir participé à cet entretien, de nous avoir donné autant de ton temps et d'avoir partagé tous ces souvenirs avec nous. Ça nous a vraiment fait plaisir. When Jacques Demy and me came to the States, and especially to California in '67, you have to understand that the cinema at the time had been very important in Italy, and then Bergman, but then came what they call the new wave. At that time, when we came, the American young directors were impressed. I remember going to USC with Jean-Luc Godard to speak to the students. And that time, George Lucas had made his end-of-school short film, TDX, I don't remember. THX. Yeah. And none of them had started. Coppola, George Lucas, Spielberg, all these guys, they were impressed, if I dare to say so. And then they started to make their film, and they became very important and very talented. But you understand that at that time we were lucky. Our film could be around the world because other cinema had not started. The Czechoslovakia cinema, the Polish cinema, the Hungarian cinema. Then they all came little by little, German cinema, Nuevo Brazil, and American cinema. Later, we were mixed with, everybody making new films. But at the time, the early 60s, all the French film directors were lucky enough to be known everywhere. So we were lucky because later we had to be among so many films. And now you have 70 countries creating cinema, and you have to be in the middle of that. So I say that I really remember speaking with Coppola and Lucas. And at the time, they were impressed of our freedom, our desire to move the thing, make things different. So, and now they have made an incredible career, and we admire them very much. But it's interesting to have known them before they started.